Le monde est multipolaire. Nous ne sommes plus obligés de subir ce que nous considérons comme étant une injustice. Mais tu n'as jamais eu autant de migration de la France vers d'autres pays. On vit dans un système royaliste. C'est pas parce qu'on n'est plus avec un roi, etc., qu'on vit pas dans un pays qui fonctionne de la même façon. C'est un pays où il fait bon vivre. Faut dire la vérité. Pour beaucoup d'entre nous, on se rend pas compte. C'est la puissance du passeport qu'on a. Le passeport français, c'est une dinguerie. Faut savoir que les pays sont notés. Avant, la France avait un triple A. Ils ont perdu des points, là, dernièrement. La première chose que je me suis dit au départ, quand j'ai vu ce podcast, c'est, il y a que des femmes pour se demander si elles ont besoin des hommes, genre. Mais des hommes, et demande-leur s'ils ont besoin des femmes, ils vont dire, tous les jours. Un être humain, dans sa construction, a besoin d'une figure paternelle et d'une figure maternelle. La question que je me pose aujourd'hui, c'est, suis-je fou d'être normal? C'est un problème de penser normalement. Welcome babies, bienvenue sur Can We Talk? Can We Talk? Là, on sent que le ton était voilà, plus posé, en mode sexy boy. Exactement. Les amis, très content de vous retrouver. Il est en train de se passer quelque chose de super sympa en ce moment. Déjà d'une part parce que ça y est, 10K. Yep. On a atteint les 10 fucking K sur la chaîne. Donc merci à vous. Franchement, 10 000 abonnés. On a dépassé les 10 000 abonnés. Tu sais, quand on en a parlé, tu me disais que tu sentais une différence quand même en termes de traction par rapport à l'aventure Funérailles des Tabous sur les abonnés, etc. Il n'y a pas photo. On en a parlé un petit peu. Comment est-ce que tu vis le fait qu'on ait mis 2 fucking years, tu vois, pour y arriver? Non, mais j'accepte l'idée, en ayant bien compris que c'est une aventure totalement différente, mais c'est vrai que j'ai été mal habitué. J'ai ouvert, j'ai créé la chaîne YouTube des Funérailles des Tabous, et aujourd'hui je la vois à presque 100K, et vraiment les 10K on les a dépassés en un mois, tu vois. Donc pour moi c'était facile. Tu pensais que ce serait comme ça tout le temps? Je me disais qu'on prendrait peut-être un peu plus de temps avec Can We Talk, parce que on n'est pas sur des débats aussi clivant que sur les Funérailles des Tabous. Mais 2 ans. On est sur un thème, mais 2 ans, frérot, pour arriver au 10K. Franchement, non, je pensais que ce serait beaucoup plus simple, d'y arriver. Néanmoins, je suis content, là. Qu'on y soit, qu'on les ait passés. Il y en a qui disent que voilà, c'est une première étape et que derrière, ça ouvre sur d'autres choses. Une chose est sûre, c'est qu'on a toujours, des invités de plus en plus influents, que on sent quand même une progression dans nos épisodes. Donc, voilà, faut être patient. J'ai accepté l'idée que c'était une aventure totalement différente. Et tu sais, c'est pas une course de rapidité, tu vois. Donc peut-être qu'à la fin, on sera dans des bails de The Legend, là. C'est important ce que tu dis, parce que je sais pas si tu te rappelles, mais dès les premiers épisodes, on a tout de suite mis en avant l'importance d'avoir à viser le temps long quand on travaille en fait à développer un projet. Et moi, j'ai passé mon temps à le dire aussi. J'aime bien, tu vois, les gens qui mêlent la parole à l'action. Et pour le coup, je pense que le fait qu'on ait démarré avec, je crois qu'on avait 2 épisodes par mois, un truc comme ça. On a commencé par ça, 2 épisodes mois. Et là, après, on est passé. Ça fait combien? Depuis la fin de l'année, on a décidé, fin d'année dernière, on a décidé de passer à un épisode semaine. En fait, frérot, en vrai, ça respecte plus ou moins le timing. Et ce qui est beau, moi, en fait, ce que je kiffe, c'est que, en fait, en vrai, on peut pas comparer les deux. Parce que, d'un côté, t'as la traction. Bon, moi, je l'avais expliqué, enfin, de mon point de vue, en tout cas, je pense que vous êtes arrivé avec un concept qui était nécessaire, qui n'existait pas. Vous êtes arrivé à un moment où l'accession à la création de contenu, notamment sur YouTube, n'était absolument pas la même qu'aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, tu tapes dans n'importe quel département, tu as des studios de podcast partout. Là où à l'époque, en fait, vous aviez une équipe technique professionnelle qui s'occupait de vous. C'était pas du tout la même chose. Et d'autre part, du coup, il y avait beaucoup moins de concurrence. Et puis même, vous avez apporté un vent de fraîcheur qui nous était nécessaire. Là où nous, on s'est quelque peu, j'allais dire noyé, il faut pas non plus exagérer, mais en tout cas, on s'est lancé à un moment donné où du coup la concurrence a été un peu plus ouverte. Ouais. Et quand je dis que c'est pas la même chose, c'est même au niveau de ce dont on parle, c'est-à-dire le travail au développement d'un business model. Tout le monde te dit que le média ne rapporte pas d'argent. Or, nous, tu vois, dans la stratégie qu'on a mis en place, on a fait en sorte de pouvoir créer quelque chose de vertueux qui nous permet en fait de pouvoir développer ce média, et si Dieu nous prête vie, tu vois, pour des années encore, parce qu'on est très très loin de l'objectif qu'on veut atteindre. Je
parlais de légende, why not, hein, tu vois, le légende afro. Donc, ouais, moi aussi, j'étais content qu'on ait atteint cette milestone. Tu te rappelles de ce que disait Mini Antouille de Clésis? Elle disait que elle était toujours la première, tu vois, à s'enjailler dès qu'elle avait des petites victoires. Et bah c'est toi, en fait. Tu sais, je te jure, j'avais même pas vu, tu vois. C'est toi quand t'as posté ça sur Instagram, je me suis dit ah ouais, tu vois. Franchement, j'étais content. J'étais vraiment content. Non, mais ça fait plaisir et voilà, c'est quelque chose d'avoir une chaîne. Moi, franchement, avant, bon, j'étais essentiellement sur Instagram. Ça m'a mis des années pour passer les 10K sur Instagram, tu vois, et j'ai été super content quand je les ai passés. Et moi, je voyais des personnes qui avaient plus de 10 000 followers sur YouTube comme des extraterrestres, tu vois, parce que YouTube, c'est un contenu totalement différent. C'est beaucoup plus long, faut être récurrent, c'est pas un réseau social qui fonctionne comme Instagram. Enfin, donc ouais, non, je suis très content d'être là et je suis surtout content de ce qu'on a réalisé sur ces 2 ans, tu vois. C'est beaucoup plus ça qui me procure de la satisfaction que ces fameux 10K, tu vois. Clairement, ça n'est que le début. Les amis, vous le savez, on a quelque peu changé le modèle, hein, mais cet épisode est sponsorisé par la Nekao School. C'est important que vous puissiez l'entendre. Et je voulais en parler parce que hier, je parlais avec un frérot et tu vois, en gros, il me disait franchement, c'est fort ce que vous faites, lourd, etc. Franchement, il a été dithyrambique quant au travail qu'on effectue. Et je lui expliquais que nous aujourd'hui on est super fiers parce que bah tu vois ça se passe super bien. On a dépassé du coup maintenant la barre des 550 personnes qui ont adhéré et qui sont aujourd'hui membres de la vague Nekao. Et je pense que c'est très important qu'on soit amené à rappeler que là on vit quelque chose d'essentiel. Donc du coup on va rentrer dans le mode des questions, mais dans la mesure où là à la fin du mois il y a quelque chose qui change, notamment le taux du livret A, tu vois, ce fameux livret A. Et je sais pas si tu voulais dire quelque chose avant ça, mais moi ça me semblait très important d'avoir à dire que tu vois t'as le marketing, ok, et t'as juste la réalité des choses. Le livret A va passer de 2,4 à 1,7%. Ça veut dire que aujourd'hui tu as des gens et beaucoup de ceux qui nous écoutent sont, tu vois, à la tête d'un livret A, disposent d'un livret A, sont titulaires d'un livret A. Et de fait, mec, tu sais, quand l'info, je l'ai partagée, j'ai mis donc on se réveille ou, tu vois, parce que c'est important que les gens puissent entendre que il y a quelque chose qui est en train de se jouer. Qu'est-ce que, enfin, il y a tellement de choses là que j'ai envie d'aborder. Qu'est-ce que toi, t'aurais envie de dire aux personnes qui, à l'heure actuelle là, n'ont que le livret A? Pour les personnes qui épargnent, parce qu'on sait que malheureusement il y en a même d'autres qui ne sont même pas là, mais qui n'ont qu'un livret A comme pour épargner. Déjà, j'aimerais ne pas forcément tout de suite vous tirer dessus, parce que je vais vous tirer dessus, parce que pour les personnes qui arrivent à économiser et à mettre de l'argent sur un livret A, vous vous en sortez beaucoup mieux que la plupart des gens, dont moi avant. Moi, je faisais vraiment partie de ces personnes qui estimaient que tant que je devais de l'argent à personne, si je finissais mon mois à 0, ça va, j'étais pas mal. Tant que j'avais pas de crédit. Et ça, c'est la réalité d'énormément, même de la plupart des gens. C'est que ils n'arrivent pas du tout à économiser et ils ont souvent 0 sur leur compte. Donc, arriver déjà à mettre de l'argent de côté et le placer sur un livret A, c'est une belle première étape. Effectivement, derrière, le problème, c'est que quand on compare la performance du livret A face à l'inflation, on se rend compte que soit on perd de l'argent, soit on en perd. Et soit on perd de l'argent, soit on n'en gagne pas. Enfin, bref. On perd de l'argent, quoi. Ouais, en gros, on n'en gagne pas. Désolé, je suis fatigué. La papa life, là, mon gars, ça m'a atteint un niveau. En fait, quand t'es arrivé, tu vois, parenthèse, j'ai vu les yeux étaient petits, j'ai dit, je suis fatigué. Je suis fatigué. Ah ouais. Mais bon, bref. Donc voilà, c'est vrai qu'en 2025 aujourd'hui, il faut vraiment réaliser que investir n'a jamais été aussi simple. Et hier soir encore, l'une des raisons pour lesquelles j'étais fatigué, c'est que j'ai fini mon atelier avec les Néquins à 12h30. Ouais, à 12h30. Quand même, hein. Ouais, j'ai commencé à 20h30, j'ai fini à 12h30. Bon. Ils avaient beaucoup de questions. J'étais inspiré. Et tu sais, moi, quand je suis dans ces moments-là, j'aime transmettre et je vois pas forcément le temps passer. Donc ouais, j'ai fini à 12h30. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je suis fatigué. Et à un moment donné, il y a l'une des Nécaïennes qui me dit
grosso modo, je lui dis que si que quelqu'un qui a du capital ne va pas forcément investir de la même façon que quelqu'un qui investit à partir de sa capacité d'épargne mensuelle. Parce que dans un cas, tu as du capital et donc tu vas faire travailler ce capital, et dans l'autre cas, tu vas te créer un capital et donc mettre une stratégie différente en place. Et pour appuyer mon propos, je lui dis que imagine quelqu'un a 1 million d'euros. Si elle décide de mettre 1 million d'euros sur une solution qui va lui à une moyenne qui va lui rapporter une moyenne de 20% de rendement, ça veut dire que ces 1 million vont lui rapporter 200 000 euros à l'année, et on enlève la flat tax. En réel, elle aura à peu près 10 ou 11 000 euros par mois grâce à cet investissement. Pourquoi est-ce que j'ai parlé de ça? Par rapport au livret A, par rapport à, tu vois, je suis tellement fatigué. Je sais qu'on parlait effectivement de la différence qu'il y aurait sur la performance actuelle avec celle du mois d'août. Je sais. Okay. Merci. Oui. Du coup, voilà, on a dit que le livret A était rentable à 1,7%. Et cette Nekaen me dit, mais est-ce que c'est possible d'avoir des rendements à 20% comme ça, tu vois? Et on a allé regarder simplement les performances du S&P 500 depuis ces 5 dernières années. Donc, faut savoir que sur ces 5 dernières années, le S&P 500, c'est 110% de performance. Donc, si tu divises par 5, ça fait à peu près 22% de performance. Voilà ce qu'offrent aujourd'hui, en moyenne, les marchés financiers, du moins d'un point de vue mondial, hein. Les États-Unis, c'est le poumon de l'économie mondiale. On est sur 20% de performance annuelle. C'est aussi simple que ça. Là où la plupart des gens, laissent leurs capitaux sur le livret A. Au final, ça travaille pas, et c'est dommage parce que il y a un vrai manque à gagner. Autant dans l'absolu que sur le temps long. Parce que si tu prends en compte le fait que plus ces 20%, tu peux bénéficier des intérêts composés, là, oui, il y a un vrai manque à gagner par rapport à ce livret A. Donc, je dirais que c'est mieux de mettre de l'argent sur un livret A que de ne le mettre nulle part, mais il y a encore énormément de choses à mettre en place pour pouvoir considérablement s'enrichir derrière. Ce qui est important à dire, c'est que je parle du livret A parce que ça y est, les chiffres ils sont tombés au mois de mars de cette année. Plus de 400 milliards d'euros sont aujourd'hui enfermés dans des livrets A en France. 400 milliards. Et l'idée n'est pas tant de parler uniquement, parce que c'est important d'en parler, mais uniquement de parler du manque à gagner. C'est pas ça l'idée. De mon point de vue, l'idée c'est plus d'avoir à appuyer sur le fait que à 1,7%, quand tu mets en corrélation l'inflation, tu vois, pareil sur ces 5 dernières années, tu te rends compte que les gens perdent de l'argent. Parce que il faut comprendre que, et les gens vous le savent, les 100 euros d'aujourd'hui ne seront pas les 100 euros dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Et donc, rester sur une solution type livret A qui ne te rémunère 0, c'est juste s'appauvrir pour de vrai. C'est s'appauvrir pour de vrai. Et donc, le but du jeu de quelqu'un qui a compris cela, c'est juste de se dire, OK, sur quelle typologie de solution je peux être amené effectivement à gagner plus, donc éviter ce manque à gagner, mais surtout éviter de faire en sorte de voir mon argent s'étioler. Tu vois, de voir la valeur de mon argent perdre disparaître dans le temps. Et du coup, c'est en ce sens que, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit non, il faut absolument qu'on puisse en parler. Et puis surtout, tu vois, tu parlais des 20% en moyenne sur ces 5 dernières années autour de l'économie américaine. Pareil, tu vois, là, on a BTC qui a explosé son ATH. Donc l'ATH, c'est le all-time high, ok, en termes de valorisation. Ça veut dire qu'il n'a jamais été aussi haut. C'est ça, il a jamais été aussi haut, et précisément, il a dépassé les 122 000 $, tu vois, 122 838 $. Quand tu regardes la performance de Bitcoin sur un mois, donc sur le mois dernier, là, il a dépassé les 13%. C'est-à-dire que tu as un livret A sur 1 an qui va te reverser 1,7%, quand tu as un autre actif, tu vois, qui, en 1 mois, peut lui te rapporter 13%. Et donc, encore une fois, l'idée, c'est de dire, OK, comment est-ce que je peux le faire? Quelle typologie de stratégie je peux avoir? Il y a des gens, comme tu l'as dit, qui disposent de capitaux. T'en as d'autres, en fait, qui disposent d'une capacité d'épargne. Voilà, d'une capacité d'épargne, parce que l'idée et leur objectif, c'est d'avoir à se constituer un capital à terme. Les amis, prenez votre rendez-vous gratuit. C'est maintenant. C'est super important. Et je voulais mettre en balance. Je sais pas si t'as vu là les mesures de Bayrou d'austérité. Ouais.
Parce qu'en fait, le truc, il est là. Ouais. Tu vois, je parlais donc toi, t'as parlé du manque à gagner, super important. Moi, j'ai parlé de l'idée d'avoir à éviter de perdre de l'argent dans le temps. On appelle ça l'érosion monétaire. Là, je rentre dans la partie technique. Et à côté de ça, en plus d'avoir à subir une baisse du taux de leur livret, donc sur leur épargne, hein, t'as le Premier ministre de France qui fait des propositions de décret de loi en indiquant, donc je le rappelle, hein, il y a trois grosses annonces, en tout cas réflexions qu'il a lancées. La première, supprimer 2 jours fériés. J'ai vu. Don Pâques. Faut travailler. Laissez-nous Pâques. Ah, non, c'est non. quoi le délire? Faut travailler. On veut manger du crabe. Supprimer 2 jours fériés. Faire en sorte que les prestations sociales et les retraites ne soient pas réévaluées en indexant, tu vois, du coup leur versement sur l'inflation. Donc ne pas réévaluer les prestations et les retraites, et faire en sorte qu'un fonctionnaire sur 3 partant à la retraite ne soit pas remplacé. OK? Il y a évidemment redis-moi le dernier. Faire en sorte que un fonctionnaire sur 3 partant à la retraite ne soit pas remplacé. OK? Donc faire en sorte qu'il y ait moins de fonctionnaires. Ça en soi, c'est pas quelque chose qui me choque, dans la mesure où c'est un pays qui est il y a énormément de fonctionnaires. Attention, encore une fois, je vous vise pas, mais c'est juste statistique, tu vois. Quand tu compares aux autres pays en Europe, voire même dans le monde, on a un nombre de fonctionnaires, tu vois, qui explose. Mais il y en a qui disent l'argent c'est le nerf de la guerre. Moi, je dis que l'argent ça peut être la guerre des nerfs si on en a pas. Et c'est quelque chose dont on doit être capable, si on est un mouvement de libération, de gérer ça intelligemment, sans être dans l'excès, mais pour que on puisse aller dans la bonne direction. Une révolution sans moyens, c'est une révolution vouée à l'échec. Un homme noir ou une femme noire sans éducation financière est en featuring avec la pauvreté. Mais il est pas au courant qu'il est en featuring. C'est ça le plus violent. C'est pour ça que nous, dans nos communautés, on souffre le plus. Parce que un frère qui fait un crédit à la consommation pour un mariage, il n'a pas conscience qu'il est en featuring avec la pauvreté. L'éducation financière, c'est pour tout le monde. Et en fait, même dans un couple, en fait, la femme, elle devrait proposer une gestion, l'homme devrait proposer la sienne, et du coup, on devrait faire une réunion pour savoir qui a raison et comment on s'entend. Aujourd'hui, je sais que la Nekao School représente vraiment, à mes yeux, et j'espère que ce sera aussi à vos yeux, le Harvard de l'éducation financière française. les 2 premières mesures, les jours fériés et le fait de ne pas avoir à réévaluer les retraites et les prestations sociales, t'en penses quoi? Ça fait, bon, à titre personnel, ça fait depuis très longtemps que je ne gère plus mon quotidien en fonction des jours fériés. Tu vois. Ça m'arrive de travailler des jours fériés, mais ça m'arrive de ne pas travailler pendant des périodes où tout le monde travaille. Et pourtant, il y a une époque où on visait tout ça. On attendait tout ça, ces fameux jours fériés. Ok, je veux prendre le pont, je fais. En vrai, non, ça m'est jamais arrivé, mais je comprends ce que tu dis. Parce que moi, comme j'étais dans la vente, on bossait les jours fériés. Parce que c'était les jours, ok. Exactement. Mais je comprends quand même la logique, effectivement, et pour être tout à fait honnête avec toi, je sais pas trop quoi en penser. Je sais que ça crée énormément de mécontentement chez la plupart des salariés de ce pays, parce que comme tu le dis, hein, les jours fériés, c'est un vrai business model, limite, j'ai envie de dire. Moi, je l'ai vu, par exemple, avec la nounou de mon petit cette année, qui a eu énormément de blocs de périodes où elle travaillait pas, parce qu'effectivement, comme tu le dis, elle prévoyait que avec ce jour férié, si je prends tel jour, au final, ça me crée 2 semaines de vacances, etc. Et je trouve ça assez voilà, je me dis que la vie des salariés est assez dure comme ça, et se retrouver une fois de plus à faire payer ces gens-là en leur supprimant des jours fériés, alors que déjà leur quotidien est très compliqué. Si on prend en compte le 35 heures plus je me dis qu'en fait on s'en prend toujours au petit, quoi, et qu'il y a forcément, moi on peut pas me faire croire que c'est à cet endroit-là qu'on veut aller ponctionner de l'argent dans un pays, tu vois, sachant que moi je réfléchis à un pays comme une entreprise, et que je me dis aller chercher de l'oseille là où il y en a pour de vrai, plutôt que d'en prendre chez les pauvres et chez ceux qui dans tous les cas n'ont pas leur mot à dire. C'est ce qui me vient instinctivement, mais après j'ai pas énormément creusé la question. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Déjà à partir du constat que ce pays a dépassé les 3 000 milliards de dettes. 3 000 milliards de dettes. Dire que il y a absolument rien de cohérent quand tu sais que nous sommes l'un des pays en Europe, voire même dans le monde, qui ponctionne le plus en taxes et en impôts. Non mais, tu vois, frérot, troisième constat, c'est de dire que comment c'est possible
d'arriver à 3 000 milliards de dettes quand cette semaine a été annoncé quelque chose d'historique, c'est-à-dire que on a une société comme Nvidia qui est la première société au monde à avoir dépassé les 4 000 milliards de valorisation. OK? Donc techniquement, on est en train de dire aux gens, les gens, notez bien que on a une société qui est plus puissante d'un point de vue financier qu'un pays, qu'un État. Tu vois? Et du coup, ça en dit long sur la gestion. C'est-à-dire que on parle de personnes qui sont censées avoir eu ce qu'on appelle des parcours supérieurs. Tu vois, pendant des décennies, ils étaient tous énarques. Tu vois, ils passaient par l'ENA. T'as énormément d'écoles prestigieuses en France qui étaient censées, former l'élite. Et cette élite, elle a généré 3 000 milliards de dettes. Donc, en faisant preuve, je pense que c'est juste factuel, c'est juste, tu vois, c'est numéraire, d'incompétence. Une fois qu'on a dit ça, tu te dis, OK, moi, ce qui m'a choqué, frérot, en vrai de vrai, c'est pas tant les mesures d'austérité. Là, tu vois, les propositions. Pourquoi? Parce que on est des chefs d'entreprise. Si demain, tu vois que ta société, elle est en déficit, tu vas mettre en place des mesures pour faire en sorte de remonter le bateau, tu vois. Bon, je veux pas les énumérer ici, mais il y a plein de choses à faire. Malheureusement, tu peux abaisser ton nombre de salariés ou de partenaires, de collaborateurs, tu peux augmenter tes prix, tu peux... bref, il y a énormément de choses, OK? Moi, c'est pas ça qui m'a choqué. Moi, ce qui me choque, c'est que de toutes les propositions qu'il fait, il n'y en a pas une en direction du gouvernement. On a décidé d'abaisser nos payes. On a décidé d'enfin mettre en place le fait de ne plus permettre le cumul des mandats et donc le cumul des retraites. On a décidé que tous les privilèges alloués aux anciens présidents soient coupés. Tu sais que les mecs, ils ont chauffeur à vie, ils ont garde du corps à vie, ils ont, tu vois ce que je veux dire? On a de baisser le train de vie du gouvernement, de l'État. Quand tu vois les avantages et les bonus alloués aux députés, quand tu vois les avantages et bonus alloués au président de la République, on te parle de 300 000 euros de garde-robe pour la première dame. 300 000 euros. En fait, à aucun moment, ils disent serrez-vous la ceinture, ils disent austérité, mais ça ne commence pas par eux. C'est ça, moi, qui m'a choqué, frérot. Et quand je dis qui m'a choqué, évidemment que c'est de l'ironie, parce que on sait très bien, mais c'est pour dire que, en fait, jusqu'à où et jusqu'à quand, j'ai envie de le dire comme je le pense, ils vont se foutre de notre gueule, frérot. Mais jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Merci. En fait, il faut dire les termes. On appelle ça gouvernement, démocratie, tout ce qu'on veut. Et moi, j'aime pas forcément être complotiste ou quoi, mais il faut dire les termes. On vit dans un système royaliste. C'est pas parce qu'on n'est plus avec un roi, etc., qu'on vit pas dans un pays qui fonctionne de la même façon. Avant, il y avait un roi qui prenait les décisions. Et on a dit que dès lors qu'il s'est fait couper la tête, ça y est, on était dans une démocratie avec un pays qui vise l'égalité, les droits de l'homme, etc. Le fait est qu'aujourd'hui, c'est toujours le même système. Un petit groupe de personnes qui sont dans l'élite, qui font absolument ce qu'ils veulent. On dit qu'ils font preuve d'incompétence. Moi, je pense qu'ils sont très compétents dans ce qu'ils font, puisqu'en vrai, ils sont toujours en haut, à prendre des décisions qui va à l'encontre des masses, mais pour eux, tu vois, parce que comme tu le dis, ils continuent à se verser les sommes qu'ils souhaitent, et ils continuent à avoir un train de vie à l'image des rois. Donc eux, ils font très bien leur métier en vrai. Et le problème, c'est que nous, en bas, on laisse faire. Et on vit dans un pays où malheureusement, on est tellement entretenu dans un espèce de sucre qui nous laisse dans un confort inconfortable, que pour ne pas quitter ce confort inconfortable, on fait que râler, mais on va jamais se soulever. Il y en a qui disent que ouais, en France, un jour, il y aura une guerre civile, etc. Moi, j'y crois pas une seconde. Je vois pas les Français sortir dans la rue et tout renverser pour vraiment mettre en place un système égal. Hein. J'y crois pas une seconde. Donc,
tu vois, moi, ce qui m'étonne, c'est que les gens ont l'air d'être sur le cul parce qu'ils ont la sensation d'être face à des personnes incompétentes. Mais moi, je trouve qu'ils sont très compétents pour faire ce qu'ils font. Ça c'est sûr, vu de ce point de vue-là, évidemment. Moi, je crois évidemment que c'est possible. Tu sais, pendant le Covid, t'as des régions en Chine qui ont surpoussé le lockdown, vraiment le confinement, qui ont surpoussé le confinement. Et commencez pas à me tirer dessus parce que ouais, genre j'ai fait un anglicisme mais je savais pas en français là, je vous vois déjà venir. Quand les gens ont faim, frérot, je te jure, c'est-à-dire que et pourquoi je te parle de la Chine, c'est parce que c'est connu pour être un pays dont les concitoyens sont très droits, ça dépasse pas. T'as vu, t'as certaines, c'était, alors après j'ai pas envie de me tromper parce que les pays asiatiques, voilà, mais tu sais, il y avait eu une Coupe du Monde où tu les voyais nettoyer, tu sais, les stades et tout, tu sais, ils sont très droits, frérot. Faut voir les vidéos quand ils ont pété un câble, frérot. Moi, je pense que si ce qu'on prédit de la France, nous ou d'autres experts, hein, sur le fait que on est dans un déclin, et ça concerne pas que la France, d'ailleurs on parle de l'Europe, et que véritablement il y a des gens qui commencent dans ce pays à avoir faim, à ne véritablement plus pouvoir se chauffer, à ne véritablement plus pouvoir se soigner, etc., etc., parce que tu vois, pareil, des remboursements de pas mal de médicaments, etc., crois-moi frérot, c'est même pas une question de oui, c'est parce qu'on est des rebelles, c'est juste que quand t'as faim, il y a plus de limite. Le truc frérot, c'est toute la question est là. Est-ce que selon toi, on a faim? Pour moi, on n'a pas faim. Non, on n'en est pas arrivé à ce stade. On touche des RSA, on touche des Pôle emploi, on n'a pas faim. C'est pour ça, je te dis que quand ça va arriver. Pour toi, ça va arriver alors. En fait, c'est ce qu'on prédit, puisqu'on parle de déclin, puisqu'on dit clairement qu'il va arriver un moment donné où. En fait, pour moi, le déclin fait que la France est de moins en moins dominant dans le monde. Mais de là à ce que la France devienne un pays du tiers-monde, à l'image d'un pays où on a faim, je pense pas qu'on en arrivera là, tu vois. Moi, franchement, je pense que ça restera middle. Quand tu vas dans des pays où les gens ont faim, c'est autre chose, hein. Tu sais, toi et moi, des fois, et plus toi que moi d'ailleurs, on aborde des références historiques. Frérot, t'as des puissances mondiales passées. Aujourd'hui, tu vois, je sais pas, j'ai envie de te parler de Rome. C'est quoi aujourd'hui Rome? L'Italie. Ouais. Tu vois? Rome, l'Italie, c'était, tu vois, c'était pas faim. mais tu connais l'histoire de l'Italie, frérot, ça a été super compliqué. C'était un empire. On parlait de l'empire romain. De l'empire romain, frérot. Oui, ils sont descendus bien bas. Ça a été terrible. Ce que j'essaie de dire, c'est que tu vois, l'histoire, pour en toi, fait. ça peut descendre jusque là. Évidemment. C'est clair, tu vois. Et notamment parce que. Tu penses que c'est quelque chose qu'on verra de notre vivant? Non, peut-être pas de notre vivant, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas impossible. Rien n'est impossible. Tu vois, déjà partant de ça. Mais effectivement, quand tu vois la direction que prend le pays, ce pays-là, il était connu et reconnu pour énormément de choses. Ça a été un pays industriel. Aujourd'hui, la France n'est pas encore. La France, tu vois, par exemple, elle vend énormément d'armes, tu vois. La France vend des avions. Et c'est pour ça que je te dis que on parle d'un déclin, parce que la France était numéro 1 et aujourd'hui elle l'est moins, mais la France continue à faire de l'argent. Non, mais ça c'est sûr. Mais en fait, donc ça veut dire que tant qu'elle fait de l'argent, elle entretiendra toujours le bas peuple entre guillemets pour faire en sorte qu'il n'ait jamais faim. En fait, moi, mon propos c'était pas tant de spéculer sur la France, c'était plus de dire que quand tu dis que toi tu vois pas le peuple, tu vois, se soulever. Effectivement, dans ce cas-là, je vais aller dans ton sens. Si le peuple est toujours entretenu, qu'il a toujours ses minima sociaux, etc., oui, il aura pas de raison de se soulever. Moi, ce que je dis, c'est que si demain il a faim, j'utilise le conditionnel, évidemment que ça viendra, tu vois, et pas parce que ce sont des rebelles, ou pas parce qu'ils voudront changer les choses, parce que la nature est faite. Tu vois, c'est juste humain, tu vois. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, je le disais tout à l'heure, l'austérité en soi ne me gêne pas. J'ai fermé des entreprises. Ça m'est arrivé, tu vois. Donc, je peux comprendre que quand le bateau prend l'eau, il faut trouver des solutions. Ce qui me fait vomir, c'est que ces gens-là ne commencent pas par eux. Parce que, évidemment, que le discours aurait été tout autre, ou en tout cas, la réception de ce discours aurait été tout autre si le propos avait été de dire, on est en situation d'urgence, on a dépassé les 3 000 milliards d'euros de dette, voilà ce que nous avons décidé de faire. Et pour commencer, nous allons commencer par nous.
Mais frérot, tout le monde, tu vois, aurait dit, OK, bah, dans ce cas-là, on y va. Mais quand toi, t'as toujours ton chauffeur, quand t'es toujours Place Beauvau, quand t'es toujours dans le triangle d'or de Paris et que t'en as rien à faire des gens qui vivent en banlieue et des gens qui vivent, tu vois, dans les petites villes de France, et qu'en plus tu les vises, ils ont été jusqu'aux retraites. Ils ont dit, ils vont pas revaloriser les retraites. Ce pourquoi des gens ont cotisé 40 ans de leur vie, frère. C'est une dinguerie. Et ils annoncent ça. Et le gars, quand il finit son discours, il remet sa cravate, il va tranquillement. Tu te dis, c'est des fous. Ouais. Tu vois? C'est ce que je te dis, tu vois. C'est que le système royaliste n'a pas changé. Et le propre d'un roi, c'est que pour lui, le bas peuple n'existe pas. Il est là pour le servir. Et c'est la raison pour laquelle mon propos aujourd'hui va en direction de ce dit bas peuple que nous sommes. Le monde est multipolaire. Je crois l'avoir déjà dit dans ce podcast, mais c'est important d'avoir à le répéter. Nous ne sommes plus obligés de subir ce que nous considérons comme étant une injustice. Et tu vois, dit de ce micro, regarde, on a de belles lumières, on est dans un beau studio, ça peut sembler simple, mais tu n'as jamais eu autant de migration de la France vers d'autres pays. Tu vois, on les appelle les expatriés. Tu vois, de la France vers les autres pays, on est des expats. Tu vois, quand les gens viennent en France, bon, en tout cas l'Afrique, parce que tu vois, quand tu viens d'autres endroits, mais quand tu viens de l'Afrique, t'es un immigré. Tu vois, donc on va parler d'expatriation. Aujourd'hui, on n'est plus obligé de subir ce qu'on considère comme étant horrible. Je veux que les gens entendent que il y a des pays, qu'on soit salarié ou chef d'entreprise, hein, où à partir du moment où tu as une expertise, à partir du moment où tu as envie de bosser, parce que des fois c'est juste l'envie de bosser, à partir du moment où tu es chef d'entreprise et que tu es en capacité de créer de la richesse, t'accueilles les bras ouverts. Que ce soit d'un point de vue de ton statut ou que ce soit même d'un point de vue fiscal. Et ça, en fait, je veux que les gens puissent entendre que aujourd'hui, c'est peut-être compliqué parce que tu as des réalités familiales, parce que tu as des réalités, je sais pas moi, quelles qu'elles soient, mais travaillez, s'il vous plaît, à développer cette idée dans un coin de votre tête. Parce que on court à la catastrophe. On ne peut plus accepter une telle pressurisation, une telle pression sur le plan fiscal. Ce n'est plus possible. Et en fait, ils sont en train de créer un espace, ils sont en train de créer un pays dans lequel les seules personnes qui vont se sentir très bien d'évoluer ici, c'est celles qui disposent de prestations sociales. Parce que si t'es pas extrêmement ambitieux, si t'as plus ou moins compris le système, si t'es pas quelqu'un qui est, comment dire, enfin qui a envie de plus, tu peux très bien te satisfaire de tes prestations sociales en fait. Ça te permet de vivre, de survivre, t'as toutes les aides possibles et ça va, tu vois. Mais si t'es quelqu'un qui aime bosser, que ce soit en tant que salarié ou chef d'entreprise, et qui en arrive à un stade où la vie, de ton loyer jusqu'à tes impôts, ça devient impossible, à un moment donné, je pense qu'il faut pouvoir se donner le droit de songer à aller analyser ce qui se passe ailleurs, tu vois. Il faut comprendre chaque pays a une philosophie. La France n'est pas un pays pour faire de l'argent. La France est un pays déjà riche qui fait tout pour garder son argent. Ça explique tout. Toutes ces personnes-là qui sont en haut et qui mettent toutes ces lois en place pour préserver leur pouvoir, etc., elles le font parce que ils sont pas dans un esprit de conquête, ils sont déjà riches. Ils sont riches depuis des générations. Ils sont riches en patrimoine. Parce que toutes ces personnes-là qui gagnent des 15 000 euros par mois grâce au gouvernement, c'est pas sur ça qu'ils font leur oseille, hein. Ce sont des héritiers, très souvent, qui ont déjà des millions en termes de patrimoine. Ce sont aussi des personnes qui sont dans des réseaux et qui se transmettent des informations pour faire les bonnes associations pour gagner de l'argent. Ils sont dans une réalité totalement différente de la nôtre. Donc effectivement, si aujourd'hui tu es quelqu'un qui cherche à t'enrichir, si tu es en France, t'es pas au bon endroit. Ah ouais, clairement. T'es pas au bon endroit. Clairement. Par contre, effectivement, si tu as compris que tu es dans un pays aujourd'hui riche, comme la France, comme le dit Sylvain Tiger, le SMIC, c'est pas mal. Ça te permet de profiter d'un pays riche sans trop te tuer à la tâche. Et voilà, en te contentant de ce que tu as. Et c'est un style de vie, hein. Moi, faut pas critiquer. Pour moi, c'est très important de dire ce
qui fonctionne moins bien, on l'a dit, et ce qui fonctionne bien. Pour moi, dans ce pays, il y a 2 choses qui sont essentielles, même 3. Allez, je vais commencer par la qualité de vie, tu vois, parce qu'on peut dire ce qu'on veut. C'est pas pour rien que ce pays est reconnu sur le plan mondial quant à cela, tu vois. C'est un pays où il fait bon vivre, faut dire la vérité. Je vais pas rentrer dans le délire des saisons et tout, je vais pas pousser le truc, mais je vais rester sur la dimension de qualité de vie. La deuxième chose que les gens vraiment, mais pour beaucoup d'entre nous, on se rend pas compte, c'est la puissance du passeport qu'on a. Le passeport français, c'est une dinguerie. Quand je dis à ce micro, ouais, il faut pouvoir penser à l'étranger, tu peux pas dire ça dans tous les pays parce que tous les passeports n'ont pas la même puissance. Le passeport français te permet vraiment d'aller dans le monde entier sans aucun problème, tu vois. Trump l'a annoncé là, hein, tu vois, la liste des pays blacklistés des États-Unis, tu vois. Le Cameroun en fait partie, fuck. Tu vois. Donc tu vois, tous les passeports ne se valent pas et ça faut vraiment l'entendre. T'as des gens pour pouvoir voyager, frérot, c'est une galère en termes de visa, mais genre pour de vrai. D'ailleurs, des fois, ils peuvent même pas voyager parce que les visas ne sont juste pas validés, tu vois. Donc ça, c'est vraiment, il faut pas le négliger. Et la troisième chose, moi je le dis et je vais beaucoup en parler aussi sur ma chaîne YouTube. Notre communauté manque d'entrepreneurs. Je parle à notre communauté parce que pour le coup, c'est eux qui nous, c'est eux à eux qu'on souhaite parler. Notre communauté manque d'entrepreneurs et ce pays, pour le coup, pour se lancer, je dis bien se lancer dans une quête d'indépendance, quelle qu'elle soit, hein, c'est-à-dire en freelance, via une EI ou en création d'entreprise, il est extraordinaire. Il est extraordinaire. Pourquoi? Parce que tu es salarié, tu peux demander une rupture conventionnelle et être payé 24 mois en lançant ton business. Il y a très peu de pays où c'est possible, c'est-à-dire où tu prends 0. Les gens ils vont me dire ah oui mais c'est risqué de se lancer. En France non, c'est faux. Tu vois, si tu t'entends bien avec ton patron, il peut te virer, tu vois, te permettant d'être éligible au chômage, tu vois. Comment on dit, c'est France Emploi. Non, c'est pas France Connect. Non, c'est pas France Connect, c'est France Travail. Voilà. Tu vois, en te permettant de disposer, ils ont tellement changé de nom que, tu vois, Pôle emploi, maintenant c'est France Travail. Tu peux avoir, tu vois, des prestations mensuelles te permettant de ne pas te soucier sur ton loyer, etc., mais en te concentrant dans ton business. Et ça, c'est magnifique. Pour start. Une fois que tu as start, que tu as trouvé ton PMF, ton Product Market Fit, on est d'accord. Je pense qu'il faut viser l'étranger. Mais voilà, à ce niveau-là, on est complètement d'accord. Voilà. C'est dans cet esprit-là que je pars. Mais ce que tu dis est vrai dans le cas où juste tu te compares au moment présent, notamment par rapport à tes 2 premiers points. Parce que oui, aujourd'hui, la France est un pays dans lequel il fait bon vivre. Mais c'est quelque chose qui change. Les Français se sentent de moins en moins en sécurité. Et vu toutes les tensions qui sont en train aujourd'hui de s'accumuler dans ce pays, est-ce que cette réalité restera réelle pour les années à venir? On peut se poser des questions. Donc, il y a comme un compte à rebours qui fait que aujourd'hui, profitez de votre sucre, les amis, mais peut-être que bientôt, il n'y en aura plus. Le second point, t'as parlé du passeport. Du passeport. Faut savoir que les pays sont notés. Avant, la France avait un AAA. Ils ont perdu des points, là, dernièrement. Ok. Ouais, non, mais enfin, c'est par rapport, en fait, aux finances du pays. Ça n'a rien à voir avec le passeport. Oui, mais ça a rien à voir avec le passeport, mais ça a des conséquences derrière sur la façon dont le pays est perçu. Et sur... La notation d'un pays a forcément un impact sur la façon dont le passeport est perçu. Pas directement, mais si la France est un pays qui fait moins confiance, ça va impacter le pays et donc ça va impacter les Français. En fait, la notation d'un pays va avoir un impact sur le taux d'emprunt que tu peux faire auprès de ta banque centrale. Ok, moins tu es noté, plus les taux sont importants. Mais ça a vraiment aucune incidence sur le passeport. Aucune incidence directe, mais 0. Des incidences indirectes quand même, puisque le pays se porte plus mal. Bon, moi j'en vois pas perso, tu vois, mais dans tous les cas, par rapport à ton premier point, t'as raison. Mais quand je dis t'as raison, j'ai quand même envie de challenger ça. Parce que moi, la question que je me pose, c'est, parce que ce que t'as dit est précis. Les Français se sentent. Non, mais ils le sont. Voilà. Donc c'est sur ça qu'il faut qu'on parle. Ils le sont moins. On est de moins en moins en sécurité dans ce pays. Ok. Donc ça, c'est quelque chose que t'affirmes.
Oui, je l'affirme. Okay. Aujourd'hui, tu vas dans un restaurant, tu peux pas laisser ton téléphone ou ton ordinateur là le temps d'aller pisser. Faut le prendre avec toi. À Dubaï, ton truc, il bouge pas. Ok. Ça, là, par rapport à la France, est-ce qu'il y a eu une période où ça n'existait pas? Où tu pouvais laisser ta voiture ouverte, où tu pouvais ne pas fermer ta maison, où tu pouvais laisser ton téléphone ou quoi comme ça, sans risque? Je sais pas, frangin. Dis-moi où tu veux en venir. Non, mais moi, en fait, vraiment, la question que je me pose, c'est vraiment une vraie question. C'est-à-dire que, pour le coup, moi, j'affirme pas, tu vois. Je fais la distinction entre ce ressenti quant à un niveau d'insécurité et la réalité quant à l'insécurité. Parce que, si je te pose, par exemple, à toi, directement, c'est quand la dernière fois que t'as subi l'insécurité? Que t'as été en danger? C'était quand? Je dirais finale de Coupe du Monde 2018 en allant célébrer la victoire. Ah non, Black Lives Matter. Ok. Quand je suis allé manifester. Cette insécurité, elle est venue des manifestants ou des forces de police? Des forces de police. Voilà, tu vois. Moi, je te dis la vérité, frérot. Alors après, il y a peut-être des morphotypes. Qu'est-ce que ça veut dire chez toi, le fait que ça vienne des forces de police? À partir du moment où ça vient pas des manifestants, donc des civils, parce que en fait, l'insécurité, on l'évalue pas par rapport aux forces de police, on l'évalue par rapport aux civils. Tu vois ce que parce que les forces de police, elles sont censées nous protéger. Ah, mais si elles te protègent pas. Oui, mais quand ils font les comment on appelle ça, j'ai que des mots anglais là. Tu sais les sondages. Quand ils font les sondages, j'avais Pauls. Quand ils font les sondages auprès des Français sur l'insécurité, évidemment qu'ils te parlent pas de ton rapport en fait à la police. Ah bon? Mais clairement. Mais attends, quand tu vas aux États-Unis et que t'es noir, les noirs se sentent pas en sécurité à cause de la police. En fait, t'as vu, les États-Unis, c'est encore autre chose. Mais non, mais moi je te parle de la réalité d'un pays. Oui, mais quand t'es dans un pays, il y a plusieurs éléments qui vont provoquer de l'insécurité. Oui, mais en fait, moi je te parle pas en fait, les gens, quand tu vas leur poser la question sur l'insécurité, ils vont pas te parler de leur rapport à la police. Mais c'est parce que aujourd'hui, en France, et encore, est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Parce que moi, à titre personnel, quand je vois des policiers, je me sens pas en sécurité. Mais en fait, c'est pour ça qu'il faut que j'aille au bout de mon propos. T'as le ressenti et t'as la réalité. Okay. Aujourd'hui, le ressenti, pour moi, il est extrêmement nourri par ces chaînes d'infos en continu qui vont te parler du larcin qu'il y a eu dans telle ville, qui vont te parler du coup de couteau qu'il y a eu dans tel truc, qui vont te parler, ils te parlent rarement de violence policière. Mais regarde, il y a un jeune là qui s'est fait défoncer par un policier il y a quelques jours. T'as Naël, il y a quelques années, qui s'est fait tuer par un policier. Je te dis qu'à titre personnel, j'ai vécu de l'insécurité à cause de la police à plusieurs reprises. Mais mon frère, en fait, moi, c'est la réalité des Français. Mais c'est, déjà, je suis pas sûr que ce soit la réalité des Français. Okay. Je pense que c'est la réalité de notre communauté. Demande aux Gilets jaunes si c'est vrai. Parce que eux, ça a été la même chose. Mais en fait, le truc, c'est ça, c'est que le gilet jaune, ça a été vrai, quoi, sur l'espace du moment où ils ont existé. Ouais. Quand pour nous, tu vois, issus de d'où on vient et de notre couleur de peau, c'est constant, tu vois. Sinon, il y aurait pas Assad Traoré. Sinon, il y aurait pas des gens qui passeraient leur temps à dire, comment dire, justice pour un tel, tu vois. Donc pour toi, c'est constant, mais c'est pas de pire en pire. Mais en fait, c'est vraiment, t'as vu, j'ai commencé par dire que je pose une question. Ok. Et même, t'as vu, dans cette question, je distingue deux choses. Parce que toi, pour moi, hein, ce dont tu parles, c'est quelque chose de réel. Donc, cette insécurité envers les forces de l'ordre, c'est quelque chose de réel, mais pour les gens de notre communauté. Moi, je te parle pour l'ensemble des Français. Quand on parle d'insécurité, il n'est pas intégré l'insécurité auprès des forces de l'ordre. Il a intégré l'insécurité des civils. C'est pour ça qu'ils passent leur temps à parler d'islam. C'est pour ça qu'ils passent leur temps à parler de personnes dites dangereuses parce que fichier S, etc. Tu vois? Et moi, c'est de ça dont je voulais traiter, de ce sentiment d'insécurité global, pas spécifique. Pour moi, quand tu parles de ce sentiment de sécurité globale, il est pas global. Il correspond juste à la narrative, effectivement, des médias dont tu parles. Mais moi, je te parle de la réalité du terrain des Français en général. Donc, ok, partons de cela. Même, mettons dedans les violences policières. Il le faut, parce qu'on est Français. Pas de problème. Moi, frérot, je l'ai déjà dit ici, je suis en 81. Ça veut dire que j'ai quand même un certain âge. Je suis né ici, j'ai passé mon temps ici. J'ai un entourage. Je suis quelqu'un quand même, tu vois, qui me documente énormément. Mais moi, frérot, tu vois, j'ai vécu des choses. J'ai deux exemples
avec les forces de l'ordre, pour le coup, avec qui, tu vois, ça s'est très mal passé, tu vois, dans ma vie. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que, et vraiment, pour le coup, dites-nous en commentaire, tu vois, est-ce qu'il y a un ressenti quant à cette augmentation d'insécurité, parce qu'on est nourri par des chaînes d'infos, mais qui vivent de ça. Tu sais, toutes ces chaînes d'infos, je le dis tout le temps, elles ont des régies publicitaires. Elles doivent faire de l'audimat. Et donc, comment tu fais de l'audimat? C'est la même chose. C'est les mêmes ingrédients quand tu veux faire un post sur les réseaux sociaux qui explose. Tu mets des choses qui sont incroyables. Tu vois, tu dis des dingueries sur les réseaux sociaux. Ben, eux, ils font des dingueries où ils mettent en avant des dingueries à la télévision pour générer de l'audimat, pour faire augmenter la peur. Et ça nourrit, du coup, on en parlait en préambule, les forces politiques. Tu comprends ce que je veux dire? Donc moi, entre ce qui eux, ils disent, tu vois, ce par quoi on est nourri et donc l'impression qu'on a et la réalité, moi, je te dis la vérité, des gens qui sont agressés, évidemment que ça existe. Je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'agression. Ce que je dis, c'est est-ce que véritablement, on est dans un pays plein d'insécurité, pour de vrai. C'est ça, moi, ma question, tu vois. Et c'est une vraie question. Pour le coup, j'affirme rien. Ok. Tu vois, je t'avoue que je ne sais pas, parce que quand je vois mon entourage. Pour moi, ta question, elle est sous-entendue que pour toi, non. Non. En fait, parce qu'il faut que tu te prononces par rapport à ton vécu et ce que tu vois. Mais justement, en fait, c'est que c'est tellement, tu sais, il y a des sujets comme ça et on en parle beaucoup, tu vois, sur lesquels, en fait, c'est tellement un sujet important que ma réalité avec la dizaine de personnes que je connais ne peut pas être la vérité de toute la France. Tu vois? Et quel élément il faudrait que tu aies pour que tu puisses te prononcer? Bah, je sais pas, on a une chaîne, on a dépassé les 10 000 abonnés. Commentez, d'accord? Okay. Mettez 1000, 2000, 3000 commentaires pour nous dire est-ce que on est dans un pays dit insécuritaire et dites-nous les fois en fait où vous vous êtes senti en danger. Moi, je te dis la vérité, frérot. Soit je suis béni, soit j'ai le cul beurré. Et quand je dis moi, c'est moi et mon entourage, hein, tu vois. Mais frérot, je peux pas te dire la dernière fois que quelqu'un a subi, tu vois, une agression. Pourtant, tous les jours, on nous dit que ce pays il est dangereux et qu'il est plein d'insécurité. En fait, le truc, c'est que c'est un peu à l'image de la conversation que j'avais eue à une époque avec ma psy qui disait que pourquoi tu dis que tu as peur, pourtant tu n'es jamais en danger de mort immédiate, tu vois. C'est la même chose que qu'on disait tout à l'heure quand on disait la France va jamais se soulever parce qu'elle n'aura jamais faim. En fait, c'est ça le gros problème dans lequel on est aujourd'hui, c'est que oui, j'ai dit on. Oui, c'est ça, mais je sais pas si je suis. On le tu sais pas si t'es d'accord. Ouais, je sais pas. Quand je dis qu'on disait, c'est je reviens sur ce dont on parlait. Je dis pas que c'était ce que tu disais. Ce que je veux te dire par là, c'est que en fait, le truc, c'est que c'est effectivement très compliqué aujourd'hui de pouvoir se prononcer avec les bons mots parce que t'as tout un contexte qui vient jouer sur nos émotions et sur nos bas instincts quelque part, tu vois. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui ne pas se sentir en sécurité? Toute la question est là. Effectivement, on n'est pas en danger de mort immédiate. Tu vois, c'est vrai. On n'est pas menacé de se faire couper la tête, de se retrouver à la rue. On est comme entretenu dans un espèce de truc qui nourrit une tension. Moi, la question que je me pose, c'est au moment où ça va exploser, qu'est-ce qui va se passer en fait? Tu vois, dans le cas où ça va exploser, parce que toi, tu soutiens le fait qu'à un moment donné, ça va exploser. Bah, quand tu mets bout à bout toutes ces petites tensions qui font qu'on ressent ce manque de sécurité, quand ça va exploser, si ça explose, ça risque de faire très très mal, tu vois. On est complètement d'accord. Et sur cette échelle de tension là qui nous oppresse, ben on est beaucoup plus oppressé qu'il y a 20 ans. Est-ce que ça fait qu'on est plus ou moins en sécurité? Toute la question est là, tu vois. Moi, je pense que oui. Toi, tu sais pas. Mais je pense que toute la question est là. Le ressenti d'insécurité, moi, je l'entends à 100% et je peux même dire que, tu vois, c'est quelque chose que j'entends, mais aisément, tu vois. Moi, ma question, c'est de savoir, en vrai de vrai, est-ce qu'il n'est pas nourri par ces infos en continu? Tu vois ce que je veux dire? Parce que dans le quotidien, les gens, ils se lèvent le matin, ils vont au travail, et dans le lot, mais comme ça existait depuis que le monde est monde, des fois, il se passe des dingueries. Tu tombes sur un fou, tu tombes sur une folle, tu tombes sur un mec qui te fait un accident. Enfin, c'est la vie, tu vois. Mais vu qu'aujourd'hui, on a un effet loupe avec, en plus, tu vois, c'est des infos, tu sais, qui s'arrêtent pas. Tu sais, c'est tout le temps. Et les mecs, ils te reprennent le truc et ils te le rabâchent, Et, mais frérot, au bout d'un an, 5 ans, 15 ans, forcément, t'as peur. T'as des gens aujourd'hui qui sont dans le Larzac, qui ont jamais croisé de rebeu, qui ont jamais croisé de Renoir, qui en ont peur. Oui.
tu vois. Non, mais clairement. Pour finir après, le jour où ils en rencontrent un, soit t'es pas comme les autres, soit purée, je pensais que, oui, mais parce que tu passes ton temps à être nourri par des informations qui te disent n'importe quoi. Et les gens du Larzac, ils sont pas plus bêtes ou plus cons que nous. En fait, elles te disent pas n'importe quoi, mais elles font une généralité avec des phénomènes uniques. Mais quand je dis qu'ils disent, c'est ça, quand je dis qu'ils disent n'importe quoi, c'est que la narrative, c'est ils sont dangereux. Ouais. Donc ils disent n'importe quoi. Derrière, ils apportent des conclusions. Tu comprends? Mais en fait, pour moi, ça participe à quelque chose de beaucoup plus grand. Effectivement, c'est nourri par quelque chose et les médias, comment dire, développent cela pour que ça provoque une certaine tension et un manque de sécurité dans la masse mondiale, dans le bas peuple, mais la réalité au quotidien pour le bas peuple est aussi plus compliquée et de plus en plus compliquée, tu vois. Ah mais ça c'est clair. On le voit on parlait de l'inflation tout à l'heure, avec le pouvoir d'achat qui baisse, c'est pas qu'un mot, tu vois. Ça veut dire que dans le quotidien des gens, ça devient de plus en plus compliqué. Ça c'est. Et aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui disent qu'ils font face à des choses qu'ils ne voyaient pas avant, en se faisant agresser, en se faisant, tu vois. Donc tout ça mis bout à bout me pousse à penser qu'on vit dans un pays de moins en moins sécurisé et qui le sera probablement de moins en moins, surtout en prenant en compte le fait que, pour moi, la police ne prend pas soin des gens, tu vois. Et j'ai pas envie de faire une généralité, je sais qu'il y a des policiers qui aiment leur métier et qui s'appliquent pour bien le faire. Il n'empêche que dans la philosophie de la police dans ce pays, je ne vois pas je me sens pas en sécurité quand il y a la police. On n'est pas au niveau des États-Unis, mais voilà, tout ça mis bout à bout, moi, me pousse à voir que on se dirige pas vers quelque chose de positif. Après, ce que tu dis sur la façon dont l'information fonctionne, c'est clair et net que c'est dramatique, hein. Je sais pas si t'as vu que dernièrement, il y a un attentat qui a été déjoué par rapport à un gars à Saint-Étienne, jeune, hein, 18 ans, qui consommait du contenu sur TikTok masculiniste, à l'image des Andrew Tate, comment il s'appelle, Hitchens, etc. Et nourri par toute cette haine déjà liée à l'image des personnes masculinistes et nourrissant un complexe qui est lié à un mouvement qui s'appelle Incel. Ouais, les Incel, bien sûr. Le mec, il allait faire un attentat contre des femmes, en fait, tu vois. Il allait planter des femmes dans les rues. Ça va très très loin, hein, cette histoire de je sais même pas si on peut appeler ça de la désinformation, mais de matraquage en tout cas d'information. Ça fait du mal à nos esprits. Bien sûr. Pareil, je suis tombé en parallèle sur une vidéo de femmes qui débattent autour du fait de est-ce qu'on a besoin des hommes. Je sais pas si tu l'as vu ce podcast-là. Pas du tout. Je me dis mais la première chose que je me suis dit au départ quand j'ai vu ce podcast, c'est il y a que des femmes pour se demander si elles ont besoin des hommes, genre. Mais des hommes, et demande-leur s'ils ont besoin des femmes, ils vont dire, tous les jours. Clairement. Tu vois. Et je me dis, mais on vit dans quel monde, là? On vit dans un monde où t'as des hommes qui n'ont pas la figure du masculin, qui donc se sentent complexés, et qui, comme ils se sentent complexés, vont faire un attentat contre des femmes. En parallèle, t'as des femmes qui se demandent si elles ont réellement besoin des hommes pour vivre. Je me dis, waouh, c'est chaud. Je vais réagir à ça. Ouais, excuse-moi, je suis parti loin. Non, pas du tout. Je vais réagir à ça parce que j'ai vu un truc aussi dernièrement où je me suis dit, what the fuck, franchement, c'est dingue, tu vois. Mais juste avant de revenir, parce que c'est important pour moi, tu connais ton Renoir, d'être clair. En fait, j'entends et je suis de ceux qui sont pas à l'aise entourés de policiers. Tu vois, j'ai dit qu'il m'est arrivé deux dingueries, c'était avec des personnes qui avaient le brassard police, tu vois. Donc la question n'est même pas d'avoir à discuter ça, tu vois. C'est pour ça que je te disais que moi je m'attardais pas à ça, je parlais d'insécurité de façon macro, tu vois. Mais il est évident que pour les personnes issues de notre communauté notamment, non, bien sûr que t'es pas à l'aise, t'es pas tranquille quand t'es face à des policiers. Tu parlais du petit Ali, il s'appelle Ali, 17 ans, qui s'est fait marbrer, frérot. C'est des choses, c'est réel, tu vois. Donc voilà. C'est fou ce genre de débat. Et c'est pour ça, tu vois. Je te parlais des BFM TV, tout ça. Aujourd'hui, on est à l'ère du clic. Tu vois, le clic, c'est le nouvel audimat. Les vues sont le nouvel audimat. Et à ce titre-là, les gens sont prêts à tout. Tu vois, les gens sont devenus fous. Moi, tu parles de ce débat-là. Moi, j'ai vu la vidéo d'une meuf qui disait, voilà, je suis célibataire. Je crois qu'elle a 37, 38 ans. Et je me suis dit que franchement, j'avais envie d'être maman, mais que j'avais pas envie d'avoir un homme.
et de passer par la voie classique, de me dire solo. Est-ce que je vais être sérieux et tout, est-ce que le mec va être sérieux, etc. Maman solo, mais elle est passée par la FIV, tu vois. J'ai vu la vidéo. Et tu vois, quand j'ai vu ça, je me suis dit, en fait, déjà, elle a le droit. La preuve, elle l'a fait, tu vois. Mais une fois qu'on a dit ça, sur le fait qu'elle a le droit, parce que, encore une fois, elle a décidé d'aller devant des caméras pour dire ce qu'il en est de son choix, donc on a le droit de le discuter, son choix, tu vois. Nous aussi. Si elle a le droit de le faire, on a le droit de le discuter, son choix. Et là, je me dis que c'est une dinguerie, en fait. T'as la réalité du monde dans lequel on est qui fait que on n'a jamais connu autant de taux de divorce, tu vois. Et de fait, du coup, t'as des mamans, pour beaucoup, parce que c'est elles qui ont la garde souvent, qui élèvent leurs enfants. T'as des pères qui sont présents. Je suis plus avec la mère de mon fils et pourtant je suis très présent dans la vie de mon fils, tu vois. Et t'as des pères qui ne le sont pas. Des fois parce que ils en ont rien à faire, tu vois, OSEF comme disent les autres. Et des fois c'est parce que leur mère fait le travail pour les empêcher de voir les enfants, tu vois. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je dis ça parce que là on a affaire à une femme qui, parce qu'elle, donc elle considère qu'elle a pas besoin des hommes, de fait, tu vois, parce qu'elle a envie d'un enfant, et qu'elle n'a pas envie de s'embarrasser de voir si elle peut jauger, si un homme peut être sérieux ou pas dans la relation qu'ils vont créer ensemble, elle décide, elle, de faire un enfant parce qu'elle pense qu'à elle toute seule, elle peut être en capacité d'élever un enfant qui n'aura pas de père. Ça, mon frère, je le dis comme je le pense, on est arrivé à un moment où c'est une dinguerie, frère. On est en train de vivre une dinguerie. Parce que si t'as vu deux êtres à un moment donné parce qu'ils ne sont plus heureux, parce que du coup le fait de ne plus être heureux ensemble peut causer des traumas, voire ne pas être bon pour l'enfant, décide de se séparer, ça c'est une chose. Mais décider de façon unilatérale que cet enfant n'a pas besoin de figure paternelle et que de fait je vais aller prendre choisir la science pour m'inséminer et procréer, frangin, je suis désolé. Et pourtant, tu sais, souvent, je te dis, ah non, mais frérot, les avis tranchés, on sait jamais. Ça, frérot, je ne peux pas goûter à ça. C'est mort. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, de fait, un être humain, dans sa construction, a besoin d'une figure paternelle et d'une figure maternelle. Mais par exemple, dans les couples gays. Mais en fait, alors, je vais aller loin dans le truc, tu vois. Dans beaucoup de ces couples, même dans ces couples, que ce soit deux hommes ou deux femmes, t'as quelqu'un qui incarne quelque peu la figure maternelle et la figure paternelle. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est là que je voulais en venir. Bah oui, mais si elle est toute seule. Là, parce que c'est dans un couple gay, si on peut discuter la chose. Peut-être qu'on vit dans un monde où t'auras des personnes à terme qui arriveront à tenir les deux rôles. Bon, tu vois, là, on est dans on est dans du conditionnel. Je connais des personnes qui ont été élevées par un parent, tu vois. Ça a été compliqué pour le parent. Ça te donne aussi des personnes qui ont eu un manque, mais souvent on se rend compte que le manque provient essentiellement de ce qu'ils voient autour d'eux, tu vois. Parce qu'ils voient les autres avec des papa et maman. Exactement. Bon, moi je suis pour le coup, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que tu sais, il y a des patterns dans la vie qui s'opèrent. Ce n'est pas vrai dans 100% des cas. Donc tu vois, comme ça je l'ai dit. Mais par exemple, les filles qui ont manqué de figure paternelle, très souvent vont la rechercher chez les hommes avec lesquels elles vont sortir ou se mettre en couple. Parfois même, ça peut se traduire jusqu'à se mettre en couple, souvent avec des hommes bien plus âgés qu'elles. Mm-hmm. Tu comprends? Parce qu'elles n'ont pas eu de papa. Et là, je parle d'un truc entre guillemets soft. J'ai pas envie de rentrer dans des trucs gore, tu vois. Mais il est évident que le manque de cadre avec une figure forte au travers du père, une figure forte au travers de la mère, crée un déséquilibre, crée effectivement des manquements. C'est d'une évidence pour moi qui est claire, tu vois. Déjà, tu dois savoir une chose, c'est que fondamentalement parlant, moi, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. Pourquoi est-ce que je dis peut-être? C'est parce que j'écoute aussi ce qui est dit de l'autre côté, tu vois. Et moi, les questions que je viens me poser quand on fait le constat de tout ça, en l'occurrence, ce fameux mouvement incel, ces femmes qui se demandent si elles ont besoin d'hommes, les autres qui décident de faire des enfants seuls,
les couples gays qui décident d'avoir des enfants. La question que je me pose aujourd'hui, c'est suis-je fou d'être normal? Parce que j'ai la... Mon gars, t'as compris le nœud non, ou mais pas? la tête d'Ouam. Ça n'est que d'être ça. normal mais parce que ça. c'est un problème de... c'est un problème de penser normalement. C'est un truc de... C'est un problème. Et dire tout ce qu'il y a de plus normal, c'est te faire passer pour quelqu'un qui est totalement à côté de la plaque. Merci. Et tout ce qui devient normalisé, c'est ce qui, pour des personnes comme toi et moi, paraît complètement fou. Est-ce qu'on est fou d'être normaux, non, frérot? ça y est, c'est bon, tu vois. Et c'est encore pour ça que je dis que, frérot, faut voir bien plus bigger que ce qu'on voit aujourd'hui. C'est qu'à un moment donné, mec, c'est des choix de société aussi. Tu sais, enfin, rentrer dans un pays, vivre dans un pays, évoluer dans un pays, c'est aussi valider son choix de société. C'est aussi valider sa culture, tu vois. Et à un moment donné, frérot, quand on arrive à des réflexions, tu vois, en fait, ce monde est tellement compliqué que d'avoir à réfléchir sur ce qui est censé être banal, c'est gaspiller de l'énergie, tu vois, c'est gaspiller de la force vive. Et frérot, j'ai pas ce temps-là. Moi, t'as vu, je suis tombé sur cette vidéo parce que c'était un réel. J'aurais jamais regardé, frérot, je peux pas. C'est pas possible, tu vois. Et je me dis que, à un moment donné, il va falloir faire des choix drastiques, tu vois. Mais moi, les choix sont déjà faits. Le choix est déjà fait à ce niveau-là. C'est que, effectivement, tout comme toi, j'ai bien compris que, bien évidemment, je rigole, hein, quand je dis que je suis normal et que eux sont fous. Et je dis je rigole parce que eux estiment être normaux et ils estiment que moi je suis fou peut-être ou ringard ou dépassé et elles ont le droit, tu vois. J'ai pas envie d'opposer des personnes folles à des personnes normales ou quoi que ce soit. Mais je dis juste qu'effectivement on n'est pas dans la même philosophie de vie et ça sert à rien de se tuer à vouloir convaincre des personnes qui vont aussi loin dans leur démarche. Ils estiment avoir raison, j'estime avoir raison et je pense que ce qu'il y a de plus sain à faire pour une personne comme moi, c'est juste d'évoluer dans un environnement qui me correspond. Et cet environnement-là dont on parle ne me correspond pas. Et au-delà de ça, moi, je philosophe un peu comme, je sais pas si t'as vu, il y a une vidéo qui me plie de rire à chaque fois. C'est une courte vidéo d'une dame qui dit, oh, tant pis, hein, je sais pas, on verra bien ce qui va se passer. Et ben, moi, je suis dans cette... Ah, c'est un même genre? Ouais, voilà, un même. Okay. Ouais, on verra bien ce qui va se passer, puis tant pis. Moi, je suis dans cette démarche-là. Quand j'entends tout ça, je me dis, OK, ils sont dans leur game, dans leur délire. On verra bien ce qui va se passer. C'est ça. Laisse-moi aller dans un endroit où j'estime qu'il va se passer des choses qui me correspondent beaucoup plus. Parce que moi, quand je vais beaucoup plus loin dans ma philosophie, je vois une décadence d'une civilisation quand je vois tout ça. À un moment donné, la science va vous rattraper. Mais c'est quelqu'un qui estime qu'il est important de prendre en compte la science et le naturel pour développer sa vie. Là où ces personnes-là partent du principe qu'on peut déjouer les règles de base de la science. Donc, c'est une dinguerie. J'ai pas envie de jouer à ce bras de fer. C'est une dinguerie. Mais on verra bien ce qui va se passer. J'ai mes certitudes par rapport à ça, mais peut-être que ces personnes-là vont nous montrer qu'on a tort, hein, d'une façon ou d'une autre. Et c'est même pas le but de se convaincre de ça, hein, mais c'est dans moi, en tout cas, c'est partant de tout ce dont on est en train de parler là que j'ai décidé de partir. C'est clair. L'homme, par essence, a sa construction propre. Pareil pour la femme. Et un enfant a besoin de ces deux modèles pour pouvoir se construire et du coup développer sa propre essence à lui, en fait, tu vois. Parce que malgré ce que veut nous dire ce monde et cette dimension d'égalitaire, on n'est pas égalitaire. On est égalitaire sur le plan humain, on est égalitaire sur le plan des droits, on est égalitaire. Il y a pas quelqu'un qui est au-dessus de l'autre. Mais par contre, on évolue et on pense pas pareil. Notre common sense n'est pas le même, tu vois. Et de fait, un enfant a besoin d'avoir le mélange des deux pour pouvoir se développer aisément. Quelqu'un qui te dit fièrement proposer un nouveau modèle qu'elle estime, elle, comme étant le bon et le plus sain, elle a le droit, d'accord? Comme on a le droit de le critiquer et de dire, pour nous, là, ça y est, c'est bon, quoi, tu vois. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis parce que, en réalité, on nous propose un modèle de société qui peut être discuté, qui peut être critiquable à vos claviers.
Exactement. Et si vous vous sentez pas à l'aise, faites vos valises. Hein. Ça sert à rien de vouloir. Français, hein. J'ai envie de dire, la France, tu l'aimes ou tu la quittes. C'est ça, c'est ce que disait l'autre. Je sais pas si t'as vu, il y a une étude qui montre que 60% des employeurs licencient les jeunes de la génération de la 60% des employeurs licencient des jeunes de la génération Z qui viennent d'embaucher. Donc cette génération bouscule les codes du travail, tu vois. Moi, je voulais savoir ce que t'en pensais, parce que toi et moi, aujourd'hui, on est entrepreneurs, donc on fait face déjà à certaines réalités. Quel est ton regard par rapport à ta façon dont tu vois l'entreprise, et aussi par rapport à la façon dont d'autres employeurs voient leurs entreprises, et pourquoi est-ce qu'on fait face à ce phénomène où 60% d'entre eux se séparent essentiellement de cette génération-là, Z, dite Z? Tu sais que j'adore le marketing. Je me bute au marketing. Et l'un des pontes du marketing au niveau mondial, c'est un Américain, encore, qui s'appelle Gary Vee. Ok. Et je regardais l'un de ses séminaires, super intéressant. Et à un moment donné, il a dit un truc, frérot, qui m'a mindfuck. À un moment donné, il dit, et vous savez quoi, j'en ai marre. Allez vous faire foutre, parce que lui, il parle cru, tu vois. Allez vous faire foutre. Vous avez rien compris. Cette génération Z, là, que vous passez votre temps imité en disant, genre, ils sont de tension, vous dites qu'ils ont aucune compétence, qu'ils sont nuls. Vous avez pas compris qu'ils vous bouffent 1 milliard de fois. Et là, du coup, mes écoutilles, tu vois, elles se sont ouvertes. Il dit, ces gamins-là, ils feront jamais ce que vous avez fait. Ils trouveront jamais normal de mettre son réveil à 6h30 du matin pour prendre le bus de 7h45 pour arriver à 9h au bureau, et ce, de lundi à vendredi pour attendre le week-end. Et vous avez pas compris qu'ils sont hyper smart. Et quand je dis qu'ils sont hyper smart, c'est parce que ils sont dans l'idée de travailler à développer des assets via la musique. Donc, quand je dis des assets, c'est des actifs, donc des choses qui vont leur apporter de l'argent via la musique, via le content. Tu demandes à cette même génération Z, ils sont 60 à 70%, quand on leur demande qu'est-ce que tu veux faire, c'est être youtubeur. Parce qu'ils ont compris, en fait, tu vois, les revenus. Et pour eux, regarder ce que font leurs parents, c'est une aberration. C'est-à-dire qu'ils comprennent même pas. Parce qu'ils ont grandi avec des figures qui leur montrent, en fait, je fais de l'argent, je suis sur mon siège de gaming, je joue aux vidéos toute la journée, et je fais de l'oseille de fou. Pourquoi est-ce que je vais faire comme mon père, lui, qui se casse le dos, tu vois? Et de fait, c'est normal, parce que après, t'as la réalité, c'est que pour ce qui est, en tout cas, du contenu, t'as beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc, à un moment donné, il faut qu'ils sortent en boîte, il faut qu'ils aillent en vacances, il faut qu'ils s'achètent une paire de baskets, il faut qu'ils partent de chez leurs parents, et à un moment donné, il faut bosser, tu vois? Mais quand ils arrivent dans ces cadres-là, frérot, c'est pas possible pour eux. Et donc, pour moi, le problème ne tient pas de cette génération-là. Même si tous les anciens là, ils vont... Pour moi, le problème vient de la proposition de valeur qu'il leur est faite. Intéressant. Si tu es chef d'entreprise et que tu souhaites recruter, je le disais à mon cousin, dédicace à lui à nouveau, Besco Dani, la semaine dernière. On était au quai 54. Et le frangin, il était, ah ouais, non, mais vas-y, mais c'est quoi ces sons? Ah ouais, mais franchement, nous à l'époque, ah ouais, non, mais franchement, et tout, franchement, pendant un moment, et à un moment donné, je lui dis, frérot, faut que tu captes un truc. C'est que ce n'est pas au monde de s'adapter à toi. C'est à toi de t'adapter au monde. Et donc, ça veut pas dire que tu dois aimer la musique des jeunes que tu n'aimes pas, mais c'est que, en fait, avoir ce mindset, avoir cet état d'esprit, c'est se fermer tellement de possibilités, d'opportunités. Et en l'occurrence, pour conclure mon propos, c'est que c'est à toi de t'adapter à eux. Et ça veut dire quoi, t'adapter à eux? Ça veut dire déjà comprendre que tu peux pas leur dire de faire 9h, 18h. C'est pas possible. Et même, en vrai, il y a des études qui te disent que, d'un point de vue productivité, ce n'est pas vrai que tu es productif 9h, 10h de temps dans la journée. Ce n'est pas vrai. Donc déjà, propose-leur, tu vois, d'avoir un planning qu'ils vont gérer comme ils veulent. Tu vois? Première chose. Deuxième chose, il faut que tu les intéresses à ton
à ton chiffre d'affaires. C'est-à-dire que tu dois mettre en exergue, ou en tout cas tu dois mettre en place une chose qui va permettre que leur productivité, leur rendement doit être intéressé par de la commission. Et dis-lui, chez moi, tu peux faire 2, 3, 5, 10 cas si jamais tu fais ça. En gros, trouver des moyens de les exciter, tu vois. J'ai juste donné un ou deux exemples qui mènent comme ça, faudrait le creuser encore plus, mais encore une fois, c'est à nous de nous adapter au monde et pas l'inverse. C'est eux le monde de demain, c'est pas nous. Je sais pas ce que t'en penses. T'as fondamentalement raison. Et je pense que c'est important de faire un travail de déconstruction en commençant par se regarder soi-même. Moi, je fais partie de ces personnes qui ont travaillé une partie de leur vie sans comprendre pourquoi ils travaillaient, tu vois. Ça m'a dégoûté du travail. Le fait de faire des choses qui n'avaient pas de sens pour moi. Ça, à tel point que ça m'a convaincu que j'aimais pas travailler. Et j'ai même remarqué dernièrement que c'était toujours inscrit dans mon ADN le j'aime pas travailler. Et j'étais obligé de me poser et de me dire, est-ce que c'est encore vrai aujourd'hui, tu vois? Si bien que, en vrai, j'aime travailler. Mais j'aime pas travailler sans avoir la sensation qu'il y a pas de sens dans ce que je fais. Et je trouve que c'est ça qui change énormément avec cette génération Z, c'est que nos parents, eux, ils allaient pas travailler pour une quête de sens. Ils étaient vraiment programmés pour effectivement travailler un certain nombre d'heures. Et voilà, c'était leur job, ils l'avaient accepté et on était dans un ancien système. Aujourd'hui, c'est fini. Tu peux plus obliger des gens à travailler comme ça parce que c'est marqué sur leur contrat. Il faut effectivement prendre en compte le fait que leur bien-être entre en jeu. Effectivement, en ayant la maîtrise sur leur planning, en étant intéressé sur des commissions. Pareil, j'ai vu que les générations d'aujourd'hui sont de moins en moins intéressées par des postes de directeur, mais qui sont plus intéressés par le fait d'apprendre de nouvelles choses et de se former en continu. Tout ça, il faut le comprendre. Les gens sont dans une acquisition, d'expansion, de connaissances, de possibilités de faire plein de choses, d'évoluer, de transmuter, mais plus d'avoir simplement des responsabilités pour plus bosser, pour avoir plus d'oseille, etc. Tu vois, donc effectivement, le monde change. Il faut s'adapter à ce changement et il faut se regarder dans le miroir. Mais c'est pas toujours simple en tant qu'entrepreneur parce que tu attends des choses de tes salariés ou des personnes qui travaillent pour toi et c'est très compliqué de faire face à cette génération qui pense avant tout à son bien-être avant le bien de ta société. Ouais. Et il faut faire preuve d'imagination pour trouver le juste milieu entre les deux. Et je comprends que du coup ces directeurs à l'ancienne, mais qui sont toujours là et qui sont à la tête des plus gros groupes de ce pays, soient complètement débordés. Toi et moi, on fait partie quand même d'une nouvelle génération. Notre entreprise est relativement jeune. Moi, je fais partie de cette génération Z où j'en fais presque partie. Donc, ça nous permet déjà de nous adapter à notre taille, à notre niveau. Mais quand t'es une entité qui est là depuis beaucoup plus longtemps et qui a une culture d'entreprise, ouais, ça crée forcément de grosses déchirures. Clairement, moi, j'ai l'impression d'avoir fait partie de cette génération Z avant le temps, justement parce que j'ai toujours ressenti ça aussi, en fait. C'est pour ça que moi, très jeune, on peut s'entendre, mais moi, à 26 ans, j'étais déjà à mon compte, en fait, tu vois. Et maintenant que je suis de l'autre côté, je me rends compte que mon regard a changé quand même, tu vois, voilà. Parce que t'as parfois la sensation d'être confronté à des personnes qui ne veulent pas bosser, tu vois. Bien sûr, mais c'est normal. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que ce que j'ai dit, je peux entendre que ce soit difficilement applicable dans tous les secteurs d'activité, tu vois. Et même ça, j'ai envie de le discuter en vrai, parce que encore une fois, c'est à toi de t'adapter au monde. C'est-à-dire que, en vrai, tu vois, je sais pas, je vais prendre l'exemple de la restauration, tu vois. Qu'est-ce que font aujourd'hui les restaurants? Tu vois, je suis sorti dimanche dernier là. J'étais à un rooftop, j'ai croisé des gens qui nous ont big up par rapport à l'année KO et tout. Ça m'a fait plaisir. Mais quand tu arrives dans le rooftop, les gens ont imaginé ce rooftop pour qu'il puisse être sur Instagram. Parce que t'as plein de coins. Tu vois, t'as un coin où t'as une balançoire avec des néons. T'as un coin où t'as un espèce de bar. En fait, tu veux te prendre, du coup, en vidéo parce que c'est beau, tu vois, et que c'est Instagrammable. Et ça, c'est sur la partie de la forme. Mais si on va plus loin, qu'est-ce qui empêcherait, par exemple, parce que tu parlais de culture d'entreprise,
à un restaurant, par exemple, de se dire, tu sais quoi? Moi, je vais être le premier restaurant. Je prends pas de salariés. Tous mes serveurs, ils sont auto-entrepreneurs. C'est-à-dire que je vais du coup avoir un bunch de serveurs, de serveuses, tu vois, parce que l'autre il va me dire qu'il est dispo truc, ça va être compliqué en termes de gestion, mais au moins je vais avoir des gens qui vont venir parce qu'ils ont envie de venir, parce que j'ai l'endroit, j'ai la culture où on est cool, on est sympathique, les gens ils ont envie de venir au boulot. Tu parlais du bien-être. Si tu ne développes pas une culture d'entreprise qui va dans ce sens, si tu n'es pas créatif, si tu n'es pas inventif, tu meurs, tu vois. Le seul problème que je vois à tout ce que je dis, c'est toujours la même chose. C'est que dans ce pays, ce serveur-là qui est auto-entrepreneur et qui se dit, moi, ce mois-ci, j'ai envie de faire 7 000 euros. Bon, déjà, il faut qu'il bosse énormément, mais même toi, en tant qu'entrepreneur, ça peut être difficile de lui donner ça parce que t'es soumis à des taxes, tu vois. Donc, tu vois, après, il faut voir parce que quand la personne... t'es soumis à des taxes et en plus, t'es soumis à un risque. C'est que si cette personne-là fait du full-time dans ton restaurant en tant qu'auto-entrepreneur, il peut être considéré effectivement comme salarié. Effectivement. Mais c'est pour ça que tu vois, t'as des corporations. T'as la corporation de la restauration. En fait, c'est des choses qui doivent créer. Comme ça, ce mec-là, il va travailler dans 5-6 restaurants et tu vois, t'es tranquille d'un point de vue légal. Tu vois ce que je veux dire? Absolument. Mais en gros, tu n'as pas d'autre choix que d'être créatif. Tu vois? Amen. Tu peux pas être dans un ancien modèle et dire c'est des feignants. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit sur la dimension du travail. Parce que la dimension, en tout cas la définition qu'on a donnée du travail, c'est celle qu'on a depuis l'école en fait. Où c'est gratter des devoirs, où c'est écouter pendant des heures des choses qu'on t'en a rien à foutre. On te dit et te plains pas. Tu vois, ça se déplace ensuite dans le monde du travail. Où effectivement tu fais quelque chose qui n'a pas de sens. Parce que la seule chose qui t'intéresse, toi, c'est le 31 ou le 2 du mois quand tu reçois ta paye. Tu comprends? Et ça, en fait, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Les gens ont besoin... Regarde notre équipe. Qu'est-ce qui les galvanise? C'est d'avoir le sentiment de faire partie d'une équipe qui propose autre chose. L'éducation financière auprès de notre communauté parce que il y a un manquement clair. Toutes les personnes qui ont intégré notre équipe, toutes, sont entrées dans la Nekao School. Parce que nous, on s'est dit, vous ne pouvez pas être la vitrine de notre structure sans vérifier véritablement que ce qu'on propose, c'est solide, c'est sérieux, c'est concret. Et du coup, quand ils se retrouvent en call, quand ils discutent avec, ils sont super convaincants. Parce qu'ils sont passés par là, tu vois. Mais ça, en fait, c'est pas quelqu'un qui nous l'a dit, ça. C'est pour ça que je te dis j'ai envie de dire, c'est plus simple à visualiser, à mettre en place pour des jeunes entrepreneurs comme nous que pour des gens qui sont là depuis très longtemps, tu vois. C'est parce qu'il y a un vrai écart entre la génération avant Internet et après Internet. Mais pour moi, ça va se nettoyer avec le temps, mais... Pour moi, tu sais, un jour, on aura 60 ans et que Dieu nous aide de réussir à atteindre cette... C'est pas qu'une question d'âge, mais, je te laisse développer. En gros, c'est ce que je voulais dire, c'est que tu parles de sociétés, voilà, qui sont là depuis des décennies, qui ont développé... en fait surtout de gens qui se sont construits dans un système totalement différent de celui dans lequel on est aujourd'hui. Tous les changements auxquels on fait face, c'est tellement violent, ça n'existe pas normalement dans la vie d'un homme. Nous, on a vu un avant, on a vu un après, mais t'as des gens qui sont vraiment nés dans un avant et qui comprennent pas le changement auquel on fait face aujourd'hui. Mais pour moi, le problème, il est là, tu vois. C'est que, et c'est ce que t'as vu, mon propos, je l'ai commencé par ça. Tant que t'es quelqu'un qui regarde dans le rétro ou qui reste, tu vois, à la mode de ce qui se faisait dans les années 60, t'es mort, en fait. De toute façon, t'es mort, ok? Et du coup, pour moi, un bon entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui comprend que, ok. Là, il y a un fossé de génération. Et donc, je vais m'entourer ou je vais prendre des personnes qui, elles, comprennent le monde d'aujourd'hui et qui vont être en capacité de développer, du coup, des stratégies qui sont cohérentes avec la cible que je vise. Tu vois? En fait, t'es obligé de t'adapter si t'es chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, son objectif, c'est de créer de la richesse via le développement de son chiffre d'affaires. Si jamais t'es pas actuel, si jamais t'es mort, t'es cuit. Tu vois. Donc en vrai, et puis c'est aussi le jeu du capitalisme. Hein. T'as des gens qui naissent tous les jours, t'as des boîtes qui meurent tous les jours. Tu vois, c'est voilà. Hein. C'est comme je ça. trouve que voilà, le message que tu lances envers les entrepreneurs est très important. J'ai aussi envie d'envoyer un message vers, j'allais dire les salariés, mais vers les personnes qui du coup recherchent du travail. Parce que aujourd'hui sur les réseaux sociaux, t'as quelque chose qui est énormément nourri, c'est faites beaucoup d'argent en ne faisant rien, tu vois. Et ça en vrai, ça n'existe pas.
Et je le dis parce que moi-même, j'ai fait partie de ces personnes à un moment donné qui ont pensé qu'elles n'aimaient pas le travail. En fait, c'est pas vrai. On aime tous faire quelque chose tant que ça a du sens pour nous. Donc, essayez de trouver quelque chose qui a du sens pour vous et vous verrez que votre travail, au final, sera beaucoup plus agréable. Et peut-être même que vous enchaînerez derrière les heures. Et en plus, comme tu le dis, si vous êtes dans un truc où vous êtes rémunéré en fonction de vos résultats, vous allez prendre énormément de plaisir et au final, tout le monde sera content. C'est juste le message que je veux envoyer aussi de ce côté-là, tu vois. Et même, on a parlé de s'adapter, non? Ok, j'ai parlé, je sais pas, j'ai envoyé une idée comme ça pour les entrepreneurs afin qu'ils puissent connecter plus avec la génération Z. Toi, t'es salarié. Tu viens d'écouter ce podcast et tu te dis, putain, ouais, c'est effectivement s'adapter, c'est important. Ça veut dire quoi s'adapter aujourd'hui au 21e siècle en 2025 quand on est salarié? Ça veut dire comprendre, par exemple, la puissance des réseaux sociaux. Imagine que tu crées une communauté, d'accord, autour d'une thématique précise. Demain, t'as pas une seule boîte en tant que salarié auprès de laquelle tu peux postuler, auprès de laquelle en fait, ce serait une erreur de ne pas travailler à la valorisation de cette audience. Je dis ça parce que t'as des gens qui ont créé des audiences et qui ont été chercher des jobs auprès de ces boîtes, ils ont dit voilà, moi j'ai 5, 10, 15, 20, 50, 100 000 abonnés sur tel truc. Frérot, ils ont réussi à négocier leur salaire par 2, par 3. Parce que si derrière tu dis moi je vais pouvoir mettre en avant votre expertise, je vais pouvoir mettre en avant votre marque, je vais pouvoir dire comment est-ce que dans votre entreprise on aide dans telle ou telle thématique, mais frérot, tu valorises et tu fais gagner de l'argent et tu renforces la brand de la société. Pourquoi on va pas te payer pour ça? Et je te jure, tu as des salaires juteux qui ont été négociés parce qu'il y a un moment donné, des gens, ce téléphone, au lieu de le prendre en le scrollant, ils l'ont pris, ils l'ont retourné et ils se sont filmés, tu vois. Et c'est ça, s'adapter aussi, tu vois. C'est comprendre les codes d'aujourd'hui, c'est comprendre où est la valeur aujourd'hui, tu vois. Et la valeur, je le répéterai jamais assez, l'or noir de ce 21e siècle, c'est l'attention, c'est la création d'audience, tu vois. Donc en vrai, il y a tellement de façons on pourrait même faire un podcast entier là-dessus. Plus matière grise. C'est pour ça que c'est super important et de toute façon, on le voit, hein, mais de se former. Franchement, se former en continu. Et ce que je dis, c'est autant vrai pour la personne qui veut être salarié que pour l'entrepreneur. Même pour toi et moi. Et vraiment, toi et moi, on se forme en continu, tu vois, mais c'est super important. Formez-vous. Matière grise plus captation de l'audience, c'est le combo parfait. Clairement, 100%. 100%. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on lance un nouveau sujet? Je pense que on arrive vers la fin. Ouais, on est sur la fin. Est-ce que tu veux aller sur le coup de cœur? Ouais, on peut. Je te laisse commencer. Ouais. Mon coup de cœur va aller en direction de Mati Diop. C'est la réalisatrice du film documentaire qui s'appelle Dahomey. Franchement, elle m'a bouleversé. Autant la personne, de par la manière dont elle défend ses positions, mais aussi au travers de ce documentaire, parce que en gros, elle a fait tout un travail de suivi. Tu sais qu'il y a énormément d'œuvres d'art issues de nos pays qui ont été volées, pillées et qui sont ici, tu vois, dans des musées, dans des trucs. Et elle documente la manière dont le Bénin a réussi, tu vois, à récupérer quelques-unes de ces œuvres d'art et le manquement, tu vois, je sais pas, de dizaines de milliers d'autres œuvres qui ne sont pas rendues. Et ce qui est magnifique, c'est que on sait pourquoi ils veulent garder ces œuvres d'art, tu vois, de par ce qu'elles représentent et notamment de par leur puissance, tu vois. Et c'est un documentaire incroyable. Je l'ai pas fini encore. Quand tu parles de puissance, tu parles de quoi comme puissance? Ça m'intéresse venant de toi. J'aimerais bien que tu développes un peu. Bah, tu sais, on est issu d'un continent dont beaucoup sait qu'il renforce une spiritualité unique, tu vois. Et découvrant. Et du coup, tu y crois? C'est ça que t'es en train de me dire? Mais frérot, j'y ai toujours cru. Non, mais ça, attends, on dirait qu'il faut pas qu'il y ait méprise. Non, mais attends, c'est incroyable. Non, mais mon frère, j'y ai toujours cru. Tu sais, moi, ce qui, non, mais juste parce que t'as raison. Moi, ce qui me manque, véritablement, mais je pense que c'est dû aussi au fait que je sois trop,
entre guillemets, les pieds sur terre, tu vois, c'est la connexion au spirituel, tu vois. T'as des gens qui connectent au spirituel via la religion, t'as des gens qui connectent au spirituel via justement l'initiation, t'as des gens, bref, tu vois, il y a différentes façons de le faire. Moi, ce qui me manque, c'est ça, tu vois. Mais je n'ai jamais douté une seule seconde que il existait, tu vois, une force au-dessus de nous, quel que soit son nom, et que tu vois, on n'est pas tout seul, tu vois. Donc non, là-dessus, bien évidemment que j'y crois, tu vois. Ok. Et en l'occurrence, ces gens-là aussi, qui sont soi-disant issus de l'Occident et très, cartésiens, ils y croient de malade, et c'est pour ça qu'ils veulent pas rendre, tu vois, ces vestiges, tu vois. Et franchement, Mati Diop, faut aller voir. C'est important de dire qu'ils ne veulent pas le rendre pour ces raisons-là, parce que on croit souvent que c'est pour l'argent, mais c'est en vrai beaucoup plus profond. Je me souviens à l'époque des funérailles des Dabo, on avait accueilli sur le plateau Sali Alassane-Thiam. Et lui, c'est sa mission, ça, de récupérer les patrimoines africains qui sont coincés dans les musées, tu vois. Et moi, ça m'avait frappé en allant au Louvre. Bon, quand tu vas dans la partie Égypte antique, déjà, on dirait que c'est tout petit et c'est comme un climat, c'est étrange en fait. Et encore pire quand tu vas dans la partie, parce que ils ont séparé la partie Égypte antique de la partie africaine, comme si c'était différent. Et quand tu te retrouves dans la partie africaine, on dirait que tu vas dans la cave du Louvre. Ça veut dire que quand tu vas dans les œuvres artistiques de l'Occident, super bien décorées, tapis rouge, super bien mis en avant, quand tu vas dans la partie africaine, mon gars, on dirait que tu arrives dans un entrepôt où tout est collé les uns les autres, il y a pas d'ordre, c'est pas attirant en fait, tu vois. Ça ressemble juste à une cave. C'est choquant. Et d'ailleurs, et tu vois, moi je suis allé très très loin dans ma réflexion. Je me suis dit pourquoi est-ce qu'ils font ça avec nos œuvres ancestrales, parce que ce sont des œuvres beaucoup plus anciennes que leurs propres œuvres. Pourquoi? Bingo. Ils veulent que nous-mêmes, on se désintéresse de notre truc et qu'on néglige nos propres arts pour qu'on fasse comme si c'était pas important. C'est juste ça, en fait. T'as vu comment il l'appelle? Comment? Il l'appelle l'art naïf. Je sais pas si t'imagines, frérot. C'est une dinguerie. L'art naïf. Wow. T'en as même qui parlent d'art mineur, tu vois. Mais c'est principal. L'art naïf. Je sais pas si t'imagines, frérot. Et cet art naïf-là, ils veulent pas le rendre. Il est naïf. Pourquoi vous le rendez pas à ceux qui le demandent? C'est chelou quand même, tu vois. Et moi, c'est vrai que quand j'ai été au Louvre, parce que la dernière fois que j'avais été au Louvre, c'était avec l'école ou un truc comme ça, tu vois. Donc ça faisait des années. Et je crois il y a un an et demi, je me suis dit, en plus moi j'ai mon frère, tu vois, qui travaille là-bas. Et je me suis dit, mais ça fait des années, laisse-moi retourner. Et j'y suis allé. Et c'est vrai que la partie Égypte, frérot, j'ai presque eu, ça m'a fait mal, mec. En fait, d'imaginer que t'as des gens qui sont rentrés dans les tombeaux sacrés. Je me disais, en fait, mais imagine les pharaons et tout, de l'époque, ou même, tu vois, au-delà des pharaons, les Égyptiens qui vivaient là, d'imaginer le sacrilège que ça a été de prendre, tu sais, déjà de pénétrer, de les prendre, de les mettre dans des avions. Mec, on dirait frérot, on dirait que t'es dans un cimetière, frérot. Mais moi, c'est un cimetière. Mais c'est un cimetière. Moi, ça me choque de voir des momies. Tu t'arrives là, ça c'est une momie, genre. Moi, j'ai été choqué. C'est un mort. T'imagines, t'as quelqu'un qui a vécu 5000 ans après. Imagine, c'est toi, frère. Non, mais tu meurs et 5000 ans après, t'as des gens qui te regardent dans un musée. À un moment donné, les gars, on peut pas remettre les choses dans le bon sens. Et tu vois, quand t'es dans cette partie, tu vois, là, je vais en Égypte, là. Je vais en Égypte, demain. Je pars demain. Et, en fait, évidemment que d'aller voir sur place ce qu'il en est de ce qui a été fait, c'est fou. Quand tu vas au Louvre, mec, tu vois que déjà à l'époque, ils avaient de la technologie, en fait. Tu te montres les premiers trucs. Tu vois, au niveau des ornements, des bijoux, frérot, intacts. On te parle de trucs qui ont 5 siècles, 6 siècles. Quoi? Millénaire, frérot. Oui, c'est ça, 5000 ans, 6000 ans. Ah, ce siècle, c'est centaines d'années. Ah oui, effectivement, ouais, t'as raison, effectivement. Ouais, millénaire, effectivement. Je me suis trompé. 5 siècles, 6 siècles, qui sont là. Millénaire. Qui n'ont, ouais. On dit la même chose, on a compris. Millénaire. Je suis fatigué. 5 siècles, 6, c'était le mec qui ont des millénaires et qui ont pas bougé. C'est une dinguerie. Non, franchement, mais j'ai hâte.
je m'arrête au Caire. Ensuite, je descends à Luxor. Frérot, j'ai tellement hâte. Ah, moi, je rêve de faire ce voyage. Tu me diras tout ça. Mais dans pas très longtemps, je le ferai aussi. Je veux voir. Mais je veux m'imprégner de toute cette énergie. Mais effectivement, pour moi, cette histoire de patrimoine venant de notre continent, il est super important à réaliser. C'est pas simplement des pièces dans un musée. Il y a toute une force derrière tous ces objets. Chacun d'entre eux, il représente réellement quelque chose. Et d'un point de vue énergétique, le fait qu'ils ne soient pas à leur place, c'est ce qui aussi crée le fait que nous, sur notre propre continent, on sache pas qui on est, d'où on vient et quelle est notre force. Je dis pas qu'il faut vivre dans le passé, mais il faut que l'on ait nos racines. Tu vois, un arbre ne peut pas pousser sans racines. Il faut que ce soit présent pour toutes les raisons pour lesquelles elles ont été faites à cette époque-là. Donc, ça fait partie de ces choses pour lesquelles on va devoir se battre. Et pour moi, ça fait partie des combats très sérieux à mener. Tu vois, très, très sérieux. Clairement. La chose dont je voulais parler, petit shout-out à ton tatouage, parce que t'as fait le mec qui voulait pas en parler, mais c'est quand même quelque chose de voyant, tu vois. Je vois que t'es sur un projet. Ouais, je suis sur un projet. Effectivement, merci déjà pour le shout-out. Et en fait, ça faisait des années que je voulais faire ça. Mais tu sais, t'as la réalité qui tient aussi au monde réel, le monde du travail où tu sais pas tout ça et tout. Et en fait, j'arrive à un âge où je me dis que parce que c'est pas du tout la forme finale qu'il aura. J'ai vraiment envie de faire quelque chose. Et l'idée, c'était déjà de savoir là, est-ce que je suis ok avec ça? Est-ce que ça me sied aussi? Et du coup, merci frérot. Bah, t'inquiète, on est ensemble. Et du coup, moi, mon coup de cœur, celui dont je souhaitais parler, c'est mon vlog. Faut savoir que je suis en train de bosser sur mon vlog. Let's go. Et je suis assez fier de m'être lancé dans cette aventure-là parce que ça faisait depuis très longtemps que je m'étais pas autant éclaté à créer du contenu. Tu vois, le contenu sur Instagram, à parler de la finance, ça m'avait un peu gavé. Je trouve, c'est au bout d'un moment, ça tourne en rond et tout. J'avais besoin de quelque chose de nouveau et je prends énormément de plaisir à faire ce vlog. Je me demande pourquoi j'ai mis autant de temps à me lancer. Je pense qu'au moment où cet épisode sortira, mon premier vlog sera sorti. Et comme je le dis, j'attends pas à ce que ça devienne viral. J'attends viral ou rien de tout ça, mais je prends juste beaucoup de plaisir à documenter ma vie parce que quand je fais un point sur ce qui s'est passé sur ne serait-ce que ces 10 dernières années, je me dis mais si tout ça avait été documenté, ça aurait été juste incroyable. Frérot, il y a 10 ans, on est en 2015, je partais à Londres avec zéro pognon en espérant être mannequin. Il s'est passé 10 000 trucs entre tout ça et tout ce que j'aurais eu à faire, c'est juste avoir une caméra pour me filmer de temps en temps dans mon quotidien. Donc je commence à le faire maintenant en regardant où ça va me mener. Si vous voulez aller regarder, allez voir sur ma chaîne YouTube. Franchement, en tout cas, j'ai mis beaucoup de cœur et je continuerai à en mettre pour pouvoir développer ce vlog. Même si je te cache pas que c'est un peu, c'est assez étrange, tu vois. Quand je regarde en vidéo, quand des différentes choses qui se passent dans ma vie, il y a plusieurs choses qui se passent dans ma tête. Déjà, il y a un aspect assez intime. Je me dis, mais ça va vraiment intéresser les gens, ça, tu vois? Ouais, les gens, ils sont intéressés, clairement. Ça, t'as vu le vlog, c'est un format particulier. Et, tu crées beaucoup en connexion, via le vlog, tu vois. Bien sûr, ça intéresse, bien sûr. Et je me dis, quelle perception, du coup, les gens auront de moi parce que, nous, tu vois, dans ce Can We Talk, on a une certaine posture, tu vois, même si quand même on est assez libre, on est quand même les fondateurs de la Nekao School, qui tenons notre média, qui sommes pour la communauté. Là, j'essaie vraiment d'être beaucoup plus vaste et beaucoup plus large. Au final, j'allais dire beaucoup plus moi, même si je suis moi ici, tu vois. Et j'ai toujours une petite peur où je me dis, j'espère que ça va pas non plus desservir tout ce qu'on est en train de construire parce que là, c'est la vraie vie, tu vois, c'est le vrai quotidien. Même si tu montres jamais tout à 100%, notamment, tu vois, je vais pas montrer la tête de mes enfants, je vais les flouter pour préserver leurs images, etc. Mais voilà, tu vois, c'est toujours une petite remise en question comme ça. Mais après, je me dis, là, je vais pas philosopher pendant 40 000 ans. Je vais me lancer et puis on verra où ça va me mener. Ouais, tu sais, quand on a évoqué l'éventualité de bosser ensemble, on s'était dit que, tu vois, il fallait qu'on se donne la liberté de développer des choses aussi de notre côté. Et je pense que déjà moi je vais être d'ailleurs attends, je crois que c'est même pas le cas. J'allais dire je vais être le premier abonné de ta chaîne, mais elle est pas encore voilà, donc tu vois, je serai le premier abonné de ta chaîne. Mais ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est important
d'être dans une dynamique de ne pas tricher, tu vois. Et quelque part, je pense que c'est super que moi je veux pas être dans le vlog parce que c'est quelque chose, tu vois, je t'ai vu arriver là, t'es sorti du véhicule, t'avais la caméra. En fait, c'est quelque chose qui va me gêner. Peut-être que j'y viendrai. En fait, dans ma réflexion, je me suis dit que de temps en temps, peut-être que je ferais des épisodes spéciaux entre guillemets vlogging parce que j'aurais été quelque part, parce que je voudrais peut-être montrer un truc, mais ça peut pas être mon format, tu vois. Franchement, j'ai beaucoup de mal avec ça et je respecte ça. Documenter aujourd'hui est très important. Mais je pense que et moi-même, je vais être premier spectateur en fait. Parce que tu vois finalement, enfin, je suis pas avec toi dans ton quotidien, je suis pas avec toi. Et je pense que c'est ce que je voulais dire et je terminerai là-dessus. Pourquoi ce format il est magnifique, c'est parce que ça va créer aussi une forme d'écrémage. Les gens en fait qui ne connecteront pas avec toi, bah c'est peut-être tant mieux parce que c'est des gens avec qui finalement tu voudras pas en soi collaborer en fait, tu vois. Là où les gens qui vont s'accrocher, bah c'est des gens véritablement avec qui je pense qu'il y a possibilité de créer une vraie armée, tu vois. Donc longue vie en fait à ta chaîne YouTube. Et j'aime aussi le fait du coup que tu lances les choses parce que moi aussi du coup, tu vois, ça me donne du gaz à me dire vas-y, tu vois. Et moi, si Dieu veut, c'est le mois d'août là, je me suis organisé pour commencer à faire les choses. Je lancerai aussi les choses là, courant août. Let's go. Donc voilà. C'est à moi du coup. C'est à toi de terminer effectivement cet épisode. Ouais. Mais merci frérot pour à ce moment. Désolé. Tout le monde, hein. Comme vous le voyez, j'étais fatigué, l'énergie était basse, mais je me suis quand même appliqué pour pouvoir délivrer le meilleur de moi-même, comme toujours. D'autant plus que je prends toujours beaucoup de plaisir à faire nos épisodes à deux, parce que c'est un peu notre moment, tu vois. Je vois ça. On a eu ces derniers temps de gros invités, à commencer par Edgar Rive. D'ailleurs, bravo pour ce podcast. Je tiens à te le dire en face à face, mon gars. C'était émouvant. C'était vraiment très touchant. Au-delà du fait que tu as très bien mené l'interview, et je sais à quel point c'est compliqué avec quelqu'un comme Edgar Rive parce que il a beaucoup d'énergie. Il a une logo incroyable. Il faut le contenir. Donc excellent boulot, franchement. Merci. Merci aussi parce que moi ça m'a fait du bien de pouvoir lever le pied et de profiter de l'arrivée de ma petite pendant ces 2 semaines. Donc c'est un vrai cadeau pour moi d'entreprendre à deux à ce niveau-là. Et puis voilà, je prends beaucoup de plaisir sur ces podcasts à deux parce que même si on a eu de gros invités et que c'est lourd de rencontrer ces personnes avec autant d'influence, ces moments-là, c'est le moment aussi de pouvoir échanger, offrir notre point de vue sur le monde et nourrir un peu, notre ADN dans toute la culture de Can We Talk. Donc voilà, merci pour ce moment. Merci à vous, une fois de plus. On l'a dit au début de ce podcast, on a enfin dépassé les 10K. On en est fiers. Trop. C'est le début d'une longue série. Maintenant, rendez-vous au 100. Aïe, j'ai parlé. Ça non, j'ai parlé. Ouais. J'ai dit ce que je voulais. J'ai dit ce que je voulais. Road to 100. Road to 100. Mais merci en tout cas pour ceux qui nous suivent depuis le début et ceux qui continuent à nous suivre. N'oubliez pas qu'au-delà de nous suivre, ce qui est super important, c'est d'appuyer sur le pouce vers le haut parce que voilà, ça va augmenter notre reach et ça va nous permettre de pouvoir diffuser ce message-là que nous, on veut vous transmettre. Ça veut dire initier 1 million d'afro-descendants à ces affaires d'éducation financière. Vous avez vu, le contexte mondial n'est pas forcément si simple, encore moins quand on est dans un pays comme la France et on ne peut pas, quelque part, accéder à notre liberté personnelle sans nous prendre en main financièrement et on peut pas se prendre en main financièrement. On peut pas se prendre en main financièrement en improvisation totale. Ça demande des bases et toutes ces bases, on vous les apporte dans la Nekao School. Vous avez votre appel gratuit là. Donc, testez-nous. Voilà. Et allez voir si on peut pas répondre à vos propres problématiques. Vous allez être surpris. Merci beaucoup, Frangin. On se voit la semaine prochaine, si Dieu veut. Ciao. Quoi qu'il arrive, l'éducation financière dans notre communauté est vitale. Parce qu'on est une communauté qui passe son temps à dépenser chez les autres et qui n'est pas capable de dépenser en son sein. Wow. Et si tu dépenses tout le temps à l'extérieur, tu nourris les autres, tu les renforces, mais tu ne nous renforces pas. C'est ça. Ils t'ont toujours appris la même chose depuis que tu es enfant. Travaille dur. Travailler dur, mais à aucun moment on t'a appris à faire fructifier ton argent. Résultat, tu avances dans un monde capitaliste avec des codes, avec des schémas et tu ne détiens pas les armes qui peuvent te permettre d'accéder à ta vraie liberté. Et c'est exactement pour ça qu'on a créé la Nekao School. Et pour être clair avec toi, c'est pas juste une simple formation. Il s'agit véritablement d'un mouvement. L'objectif est très clair, c'est de faire passer notre communauté d'un héritage dit post-colonial à une souveraineté
concrètes, sans magie, sans artifice, et de façon très simple. Premièrement, en reprenant le contrôle de nos finances, en changeant notre rapport à l'argent, en s'intéressant au monde de l'investissement, en s'intéressant également à la transmission. Et aujourd'hui, toutes les clés sont là, devant toi. Mais avant de voir un changement collectif, c'est à titre individuel que l'on doit changer. Et là, c'est là que toi tu interviens, parce que c'est à toi de te prendre en main. Et la bonne nouvelle, c'est que personne t'a dit que tu devais le faire seul. Et c'est exactement pour ça que notre objectif, c'est de pouvoir permettre à 1 million d'afro-descendants de bénéficier d'une stratégie d'investissement. Donc si toi aussi, oui toi, c'est bien à toi que je m'adresse. Tu veux 1, sortir du brouillard financier. 2, enfin comprendre les règles du jeu capitaliste. Oui, on vit dans un monde capitaliste. Et 3, rejoindre une communauté qui a décidé d'avancer main dans la main ensemble. Alors on n'attend plus que toi. À l'heure où on parle là, c'est plus de 500 personnes qui ont décidé d'avancer ensemble pour comprendre, saisir et implémenter des réalités que malheureusement ils ne maîtrisaient pas. Donc n'hésite pas, surtout que tu sais quoi, c'est gratuit. Tu as juste à cliquer sur le lien que tu as en bas là dans la description. S'il te plaît, n'attends pas que le monde change. Deviens le changement. Il faut qu'on arrive à éveiller les consciences, que les jeunes se rendent compte de ce qui se trouve chez eux. Une organisation pareille, il faut d'abord se rendre compte de ses forces, peser ses faiblesses, et à l'issue de cette analyse, vous décidez.